Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Plein Cadre, le podcast de Martin Eden. Et aujourd'hui, épisode hors série sur le confusionnisme avec notre cher ami Moriarty. Bonjour Moriarty. Bonjour, vous êtes le vrai Martin Eden? Oui, bannissez-moi ce connard. Voilà. Parfait. Et donc, chers amis, voilà, l'heure est grave. Pas que Misandrie. l'heure, en fait. Vas-y, Misandrie, vas-y. L'époque. Oui, c'est la faute de l'époque. Donc, vas-y, Misandrie, vas-y. Non, mais vas-y. on a décidé qu'on allait commencer direct les pieds dans le plat, écouter les gens. Alors moi, je suis pas aussi pessimiste que Martin, mais Martin pense qu'on vit les derniers moments plus ou moins de liberté avant d'être complètement écrasé ou assassiné par les fascistes. Et que si ça se trouve, d'ici 2 ans, on pourra plus se permettre de faire ce qu'on fait. Si ça se trouve, d'ici 1 an, on pourra plus se permettre de faire ce qu'on fait. Donc, autant en profiter jusqu'à la fin. Voilà. Et c'est le moment où je dois avouer que donc on va parler du drame absolu de la mort d'un nazi. Alors, je renvoie. Ah mais non, mais t'as pas le droit de rigoler. Politiquement correct. Politiquement correct. Je vois la bien-pensance de droite est là. La bien-pensance. Okay, la moraline. Non, mais de toute façon, là, c'est bien parce que moi, là, tu vois, je suis bien. Là, on va être sur ta chaîne et tout. Tout le harcèlement de Fav, c'est toi qui vas te le payer, c'est bien. En même temps, j'ai désactivé. Ils vont me chercher sur Internet. T'as désactivé les coms. Très bien. Non. Alors, j'ai supprimé la plupart de mes réseaux sociaux. Il me reste que Facebook et ma page Facebook. C'est tout ce qui me reste. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, ils vont pas pouvoir te faire chier. Moi, de toute façon, ils chercheront Moriarty. Ils vont trouver Kutchi. Donc c'est bien, donc allons-y. Il faut quand même que je le dise d'entrée de jeu. Je l'admets, même si je suis pas entièrement d'accord sur la méthode, parce que c'est un petit peu des méthodes de facho d'habitude. La première chose que j'ai fait quand j'ai appris la mort de Quentin, c'est partager une image qui disait ceci, Nazi Life Don't Matters. Bon. Moi, je dénoncerai pas la violence, voilà. Alors moi, je dénonce. Enfin là, en fait, si tu veux, je pense que quand même, les coups de pied dans la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour moi, ce qui me gêne, c'est que c'est une méthode de facho. Après, à sa décharge, il était pas mort pendant encore 2 heures. Il était encore conscient. Et j'ai envie de dire, pendant 2 heures, il a refusé d'aller à l'hôpital. Oui, mais il était dans la situation, tu sais, c'est comme cet épisode de Dragon Ball qui dure... cet épisode. Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore. Mais c'était vraiment littéralement ça, quoi. Il était hors de tout recours thérapeutique à partir du moment où il était au sol. Même si les secours étaient arrivés tout de suite, il n'aurait pas été sauvé. Pourquoi les secours ne sont pas arrivés tout de suite? Ils ont été appelés. Ils sont arrivés trop tard. Sur les lieux, ils s'étaient déjà barrés. Pourquoi ils ne voulaient pas avoir affaire aux secours, etc. Parce qu'il était un peu dans un plan où ils avaient tendu un guet-apens à des antifas pour leur éclater la gueule, éventuellement jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc le mec, il se sentait pas trop d'expliquer ce qui s'était passé, quoi. C'était un peu chaud pour lui, quoi. Après, source journal Luma. Source journal Luma, effectivement, parce qu'en fait, les infos par rapport à Quentin. Vas-y. On s'en doutait que Némésis avait une technique de servir d'appât pour permettre à leurs copains nazis de s'introduire soit dans des meetings de gauche, soit dans des manifs de gauche, etc. pour foutre la merde. Ça, on le savait. Et après, on a là, une manif de gauche qui est encore dégénérée, etc. Ouais. Comment dire, c'est pas comme s'il y avait pas d'espèce de traquenard mis en scène pour que ça dégénère. Mais donc ça, on avait conscience que c'était leur mode opératoire parce qu'on le voyait à l'œuvre. Maintenant, on a en fait des échanges de messages privés qui ont été publiés par l'UMA qui le démontrent formellement. Et je crois qu'elles ne sont toujours pas en garde à vue. Et que fait la police ? Oh, la police a fait ce qu'elle a à faire. Protéger le fascisme ? Oui, tout de suite les grands mots. Mais tout de suite les grands mots. Je retire. Not all policiers. Alors, je suis pas raciste anti-policier, j'ai un très bon ami flic. Non mais c'est vrai en plus. Non mais alors cette discussion moi me fait plaisir parce que depuis justement la mort de Quentin, je vois pas mal de réactions de la part de notre propre bord. Bon, je dirais aussi pas les plus radicaux, bien que Brigitte Stora apparemment aurait, selon les rumeurs, plus 40 ans d'expérience de militantisme dans la gauche antitotalitaire. J'ai vu. T'allais dire 40 ans d'expérience dans tuer des nazis. Dommage, on n'est pas dans Inglourious Bastard. Tout ça pour dire qu'à un moment
moment donné, indépendamment, je précise aussi, j'ai un blog, j'ai fait mon premier article de blog. Donc, allez voir cet article de blog que je mettrai dans la description. Mais disons que pour faire simple, Brigitte Stora, cette dame qui dirige maintenant plus ou moins le RAR, parce qu'au RAR, il y a une scission, dont j'ai fait partie. Donc voilà, tous les éléments les plus à gauche se sont barrés parce qu'à un moment donné, être l'aile gauche du printemps républicain, je t'avouerai que c'est pas tellement mon projet, on va dire. Après, tous celles et ceux qui diraient ouais, non Martin, c'est pas vrai. Bah écoutez, comme dirait Nietzsche, le temps fera le tri et le temps fera son œuvre. On en reparlera dans un an. Voilà. Donc enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, quelqu'un comme Brigitte Stora qui fasse notamment qu'un journaliste de l'UMA justement et l'Arcom sur le dos parce que il a osé traiter Quentin de nasillon. Et là, au moins, où je pense que toute personne censée s'indignerait qu'un journaliste. Moi, je suis désolée. Le mec n'est pas un nasillon, c'est un authentique néo-nazi. Il faut pas diminuer les choses. Pardon. Écoute, après tu iras voir avec Brigitte Stora sur l'impératif moral kantien, sur l'impératif kantien vous allez discuter, mais tout ça pour dire que c'est un nazi. Voilà, et puis il était allemand en plus. Enfin, donc ça pour dire allemand, je sais pas, mais bref. Si, et Emmanuel Kant était allemand. Il était allemand. Ouais. Je parlais de l'autre. Kant, non, je crois, il était pas nazi lui. Non, mais bon, il était allemand. C'est presque. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement. Les amalgames, les raccourcis, voilà. T'es raciste anti-nazi. Ah oui, totalement. Et donc par rapport à ça, et donc là où je pense que quelqu'un de normal se serait inquiété du manque de voilà, que le journaliste a fait que dire que 2 et 2 est égal 4. Enfin, je pense que 2 et 2 égale 5, rappelle-toi. Oui, mais non, écoute, ne va pas contre l'indignation de la gauche totalitaire quand la gauche anti-totalitaire te dit que 2 et 2 égale 5, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire que le journaliste, n'importe qui de sensé se serait indigné, en tout cas se serait inquiété à minima que le journaliste se prenne des conséquences de ses paroles qui classifient objectivement la réalité. Et voilà, Brigitte Sora qui s'inquiète effectivement du mépris face à la mort de Quentin, qui était un jeune homme, etc., etc. Bon, sauf que ce jeune homme était nazi, effectivement. Donc, effectivement, il y a toute une gauche. Après, ce n'est pas qu'elle, je vous rassure, c'est pas une question pour la Trash Talk. J'ai juste lu ce truc-là à 4h30 du matin avant d'aller bosser. Je t'avouerai que ça m'a énervé toute la journée. J'avais qu'une envie, c'était invoquer les démons de Babylone sur l'ensemble du monde et qu'on en finisse. Mais enfin, tout ça pour dire, on va reprendre je vais reprendre les esprits. Tout ça pour dire que il y a toute une gauche. Effectivement, il y a toute une gauche militante qui se veut être à peu près au niveau, en tout cas un minimum cultivé ou connaissant un minimal sujet, ce que peut être objectivement un fascisme, voire même peut être un danger immédiat pour pas mal d'entre nous, bien que le fascisme en soi, c'est un danger pour tout le monde. On a pour certains, peut-être historiquement, sont peut-être plus exposés que d'autres, en tout cas. Et même il y en a qui sont plus égaux que d'autres, c'est ça que tu es en train de dire. Et donc, à mon avis, les amigos sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Exactement. Je m'inquiète d'une part de la population qui sont plus soucieux de l'impératif moral kantien que de l'instinct de survie. Moi, ça m'énerve. Après, mais attends. Il faut bien rappeler que si les manifs d'Asie, sur le coup, on a vu, elles sont très calmes, elles font pas de dégâts. T'as vu les photos de Berlin à la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est que sur le coup, ça fait pas de dégâts, mais par la suite, les défilés étaient très beaux, et très bien organisés. Oui, mieux que celui de Trump. Sinon, je viens d'avoir une révélation grâce à toi à propos de cette histoire d'aile gauche. Tu sais, la blague que j'ai jamais réussi à comprendre, quelle est la différence entre un pigeon, l'aile surtout la gauche? Bah voilà, c'est ça. Pigeon, aile gauche. Bah écoute, voilà. Mais après voilà, c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va essayer de concilier aussi le podcast d'un point de vue confusionniste et ce qui est l'actualité par rapport à Quentin, parce que j'avouerais que, alors comme l'a dit Misandry, moi je suis extrêmement, je vais pas dire pessimiste, mais toi, tu dirais réaliste. Non, moi, je dirais pas. Je repasse tour de passe-passe, mais disons que on aurait pu résister. Mais quand je vois en face la différence de moyens, et quand je vois dans notre bord ceux qui sont changés être plus ou moins proches de nous politiquement, en tout cas connaître le danger, sont capables de s'indigner, que quand même faut respecter le nazi mort, ou en tout cas montre un tel humanisme qui préfère le bien-être du nazi mort de 23 ans plutôt que la liberté du journaliste. Je me dis que peut-être ce n'est pas gagné d'avance. Voilà. En fait, si on s'était contenté juste comme ça, alors l'honneur à l'Assemblée nationale, alors en mémoire à la limite, l'honneur, ça me fait vraiment, c'est un peu bizarre quand même.
contenté de dire il est mort, on le regrette, mais n'oublions pas que c'est un nazi et on regrette encore plus que les nazis existent. Tu vois, à la limite, tu vois. Mais rappelez qu'on regrette que les nazis existent encore aujourd'hui en 2026. Genre. Rappelez que les saluts nazis dans la rue, c'est choquant, c'est pas normal. C'est en soi un délit de... alors je sais plus exactement, mais ça doit être un truc du genre d'exaltation du Troisième Reich ou je sais pas quoi. Oui, la haine raciale, tout ça. Enfin voilà, il peut y avoir un délit, hein, c'est totalement interdit. Bon, cela étant, il y a eu des mises en examen ou une enquête par rapport à ça. Hein, qui a été lancée. Si l'IGPN qui va si l'IGPN. Non, je sais plus. J'ai vu passer ça, j'ai pas forcément beaucoup d'espoir, mais bref. Toujours est-il qu'on est dans une situation où notre chance de salut, c'est Mélenchon. Et toi, je sais que ça te réjouit au plus haut point. C'est bien. On n'est pas du tout dans la merde. Non, mais après, on pourrait me dire, oui, mais Mélenchon aussi, il a fait tout un discours pour dire qu'il soutenait le député Antifa de la Jeune Garde, comment il s'appelait, je sais plus son nom. Raphaël Arnaud. Oui, là, son discours, c'était hier, il a fait sa conférence des nouveaux médias. Ouais. C'était très intéressant. Je sais pas si t'as écouté, c'est très intéressant. Mais effectivement, il a expliqué que jamais de la vie on va lâcher Raphaël Arnaud, que pousser la Jeune Garde sous le bus, c'est hors de question, etc., etc. Et c'est, j'allais dire, le minimum qu'on attend de quelqu'un de gauche. Hein. J'ai envie de dire, ça aurait été mieux si ton groupe. Alors, je me retiens de pas insulter les gens. Je me retiens. On a dit pas de name drop. Ouais, pas de name drop, mais je me retiens quand même de. Ouais, Mélenchon a dit ça. Je veux dire, encore une fois, c'est la base. Encore une fois, encore heureux. Ouais, mais le groupe a accepté la minute de silence. Je dirais même que le groupe s'est couché. Le groupe sont des serpillères, en fait. Ah oui, bien, je sais, il y a eu 2-3 députés qui ont pas participé, etc. Et notamment, j'ai eu aussi avant que je désactive mon compte Blue Sky, il y avait aussi, merde, comment ça s'appelle, la nana de chez Levé avec les cheveux courts et gris. Comment ça s'appelle déjà? Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, qui d'habitude, j'ai plutôt du respect pour le cyberharcèlement qui est ce qu'elle prend dans la gueule, c'est-à-dire des choses assez quotidiennement. Et sauf que là, Sandrine Rousseau, là, je suis désolé, je vais sortir un peu de la nuance, mais ça a été une des premières à déclarer à se dissocier de la violence de l'extrême gauche, etc. Donc, à un moment donné, ça a été vraiment la première soumise, on va dire, les premières carpettes en chef. Et donc, carpette qui a été suivie, et après, qui s'est indigné de la minute de silence. Mais peut-être il fallait pas se coucher aussi rapidement. Ça aurait peut-être être une piste, en fait. Alors que on peut se désoler de, entre guillemets, la violence de l'extrême gauche, mais s'en désoler dans un cadre, dans une vision de gauche, c'est-à-dire, nous désolons que rien ne soit fait pour empêcher des ordres de nazis de tabasser des gens à mort et que on soit obligé de s'organiser dans des trucs d'autodéfense comme la Jeune Garde pour y faire face. Parce que ça, effectivement, on le regrette. Clairement, on le regrette. Ça devrait pas être à des citoyens de s'organiser pour faire face à des hordes de nazis qui montent des plans pour faire des guet-apens pour tuer des mecs à coups de savate dans la gueule. Parce que, encore une fois, le coup de savate dans la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est plus un truc de nazi, quoi, de base. Ça a été vu plusieurs fois. Ça a été vu même, je veux dire, alors cette année, je suis pas sûre, alors celui qui est le jeune qui est mort à Lyon, on a en fait Ismaël, personne n'en a parlé dans les médias, donc c'est un peu difficile d'y voir clair dans cette histoire. Mais en 2025, je crois que c'est en 2025 qu'il y a ce militant de la CGT qui a été tabassé au sol à coups de savate dans la gueule. Je suis pas sûr, je vérifierai, je mettrai l'article dans la description, je vérifierai. Enfin, des coups de savate dans la gueule jusqu'à blesser grièvement les gens, voire les tuer, comme ça a été le cas pour Quentin. Rien quelque chose d'assez régulier, en fait. Je voudrais bien savoir aussi où est l'impératif moral kantien quand Anders Breivik a tué 70 personnes. Là, bizarrement, il n'y a pas eu des voix d'extrême droite et de droite pour dire c'est intolérable. Il aurait fallu que le combat soit égal et qu'on donne aussi des M16 aux gens. Bizarrement, j'ai pas entendu ça, tu vois. Donc à un moment donné,
Ça n'a aucun putain de sens. Non, après, bon, allez lire le blog aussi. Il y a une critique un petit peu de cet impératif kantien par rapport à l'école de Francfort. J'ai mis la ref dans le blog en hyperlien. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour contrer les catégories de raison pure d'Emmanuel Kant et faire les gros cerveaux, pour histoire de être plus sur l'unique de Karl Popper sur le paradoxe de la tolérance plus que sur les impératifs moraux d'Emmanuel Kant, voilà, qui ont été un angle mort, on va dire, qui ont été un angle mort de la pensée libérale. Enfin bref, c'est un autre sujet, je voudrais pas faire le gros cerveau parce que je suis pas le plus gros lecteur de l'école de Francfort, mais tout ça pour dire que ouais, enfin, quand je vois les trésors de bienveillance qui sont appliqués à un nazi innocent de 23 ans, moi, voilà, le nazi le fameux nazi gentil. Oui, voilà, c'est bizarre ça, c'est bizarre ça. C'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles. Exactement. J'allais faire cette référence. Oh, non, c'était en 45, c'était il y a 50 ans. On peut avoir une deuxième chance, merci. On est en 1955, Herstora. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième chance? Merci. Mais c'est ça, mais littéral quoi. C'est ça, premier degré. Mais où est-ce qu'on est? Ah non, c'est trop chaud. Sinon, l'impératif kantien de qualifier de calme une manif avec des néo-nazis, mais au sens strict, qui font des saluts nazis dans la rue, qui chantent des chants royalistes, etc. Ouais, j'ai du mal aussi. Voilà, calme. La manif calme. Oui, mais ouais, ça s'est bien passé, ouais. Oui, il y a juste eu quelques saluts nazis, mais c'est un détail de l'histoire, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un point de détail. Mais de toute façon, voilà, les rafles se sont faites de manière extrêmement calme, dans l'ordre. Mais c'est ce que j'allais dire, la rafle du Veldiv. Je suis sûre que c'était extrêmement calme, il n'y a pas de problème. C'était bien organisé, c'était calme. Voilà. C'est la fameuse Deutsche Qualität, tu vois, c'est ça. Ça a été fait dans l'ordre, parce que l'ordre c'est important. L'ordre et la discipline, ouais, c'était bien, c'est ce qui compte avant tout. Ben voilà, non, ce glissement, sur la télé publique, quoi, la journaliste qui explique que la collabo qui explique que... Non, mais la collabo que ça s'est passé. Non, c'est une manif nazie. C'est quoi ta définition de ça s'est bien passé? Et ensuite, elle reprend. Ah non, c'était dans une autre truc. Vous diriez-vous, comme Jean-Luc Mélenchon, que c'est une bataille de rue qui a mal tourné? Bah écoute, tu veux dire quoi? Que c'est une bataille de rue qui a bien tourné, si tu veux, hein? C'est sa responsabilité, c'est con, quoi. Une bataille de rue qui a mal tourné. Non, mais déjà, en soi, c'est un putain d'euphémisme. Non, mais moi, je note quand même, il y a des efforts d'imagination qui sont, voilà, quand un des slogans de mai 68, c'était l'imagination au pouvoir. Je veux dire, on est en plein dedans, mais c'est pas cette imagination qu'on avait à l'esprit à l'époque, tu vois. Là, mais pour le coup, l'imagination est vraiment au pouvoir, tu vois. C'est là, Pseudélie qui vit sa meilleure vie, lui, il est en mode, tapis, on s'en bat les couilles. Enfin, c'est sa meilleure vie, oui. Ah, mais lui, il vit sa best life, il vit sa best life, Non, mais, enfin, après, j'ai parlé de Pseudélie, mais aussi, je pense qu'aussi les gens qui, enfin, je sais qu'il y a une part, enfin là, parce on fait les deux gauchistes radicaux, etc. avec Moriarty, mais je vous garantis que quand vous êtes, enfin, Moriarty est dans le game, voilà, c'est par exemple qu'on l'appelle Moriarty quelque part, tu vois. Et en fait, tous les deux, on sait très bien quel est l'état des discours sur Internet des gens comme Quentin. On sait ce qu'ils consomment comme contenu, en fait. Oui. Et je renvoie au live de Daniel Conversano où il se vante de cogner sa femme parce qu'elle regarde Grey's Anatomy. Voilà. C'est rien ne vaudra jamais le live où il pleure de racisme. Bah c'est le même live. Et c'est le même live. Oh putain. C'est le même live. C'est le même live où en fait, mais pourquoi, mais Martin, pourquoi Conversano tape sa femme? Parce qu'en fait, pour lui, en fait, si sa femme regardait Grey's Anatomy, parce que dans son esprit de salaud, d'ordure, je veux dire, et encore, je reste extrêmement soft. C'est pour du malgaze ou je sais pas quoi. C'est en fait parce que lui, il avait interprété comme Grey's Anatomy parce que oui, toi, mais en fait, Grey's Anatomy, c'est juste des bac plus 8 qui baisent des femmes bac plus 5. Donc tu veux être baisé par ton supérieur. Ok, très bien, il l'a cogné pour ça, en fait. Est-ce que tu sens l'incel en lui? Est-ce que tu sens le gars insécure, en fait? Non, mais je vais penser très très fort au dernier live de Yeux Clos où t'as Cassius Lady qui est déguisé en cartomancienne, je sais pas pourquoi, et puis il y a Conversano, le crâne rasé à cause de son cancer.
Ça va bien se passer. Moi, je pense que c'est plutôt le cancer qui inverse à l'inverse, hein, mais bon. Enfin bref. Ah, peut-être, c'est possible. Enfin bref, ceci a eu lieu. Et ceci a eu lieu, je l'ai reproché à Zioclo, sans gif de Philippe Poutou, parce que moi, quand je suis passée sur Zioclo, j'avais des gifs de Zemmour sur mes seins. Et Cassius l'a dit, elle avait même pas de gif de Philippe Poutou, et je trouve que c'est un scandale. Voilà. Ah, ça, c'est le fameux live que tu as fait chez Zioclo. Enfin bref, là, non, les deux fameux lives. Ah mon Dieu, les deux. Ah, tu peux peut-être raconter pour les téléspectateurs, les auditeurs, les auditrices qui sont pas au fait du YouTube Game, voilà. Qui est Zioclo, en tout cas à cette époque. Donc, alors à cette époque. Ah non, mais alors attends, là il a invité Cassius Lady Conversano, il a toujours un petit peu des fréquentations un peu bizarres, ce mec. Oui, mais ça reste Zioclo, Ah, ça reste Zioclo. Bref, Zioclo, c'est un mec qui a une radio libre, et moi je l'ai découvert avec un live où il imitait un revenge porn, mais ça venait pas tout de suite. C'est-à-dire que quand je suis arrivée sur son live, il était en train de raconter comment est-ce qu'il avait obtenu la poupée pédo qui représente une gamine qu'il avait dans son décor. Donc il racontait qu'elle était sale quand il l'avait récupérée dans la cave d'un mec, et il expliquait qu'ils avaient dû la nettoyer plein de fois et qu'elle sentait encore. Donc c'était l'ambiance. Puis il avait plein de connaissances sur les poupées pédo, c'était assez surprenant, et de son chat de lui faire remarquer. Ensuite, il a, je crois, alors je sais plus, il a invité ou il a parlé du logeur des terroristes de l'hypercacheur. Je sais c'est plus. ça, oui. Si, c'est le gars, oui. Moi, je demandais d'aider, j'ai aidé, monsieur, voilà. Voilà, j'ai aidé, voilà. Donc, ensuite, c'était ça, le sujet. Et puis, ensuite, il a imité un revenge porn en faisant des bruits, en imitant la jeune femme qui est victime du revenge porn. Donc, il faisait des bruits, évidemment, voilà. Et donc, il faisait ça, il imitait ça. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Zioclo. Et donc, du coup, j'ai découvert le même jour qu'il allait recevoir Sébastien de Vous avez le droit 2 jours plus tard, du coup, avec mon ami Johan Lebars. On a écrit à Vous avez le droit pour lui dire c'est un peu chaud quand même, vous êtes sûr que vous voulez aller chez ce mec? Et le mec nous a complètement ghosté, il nous a jamais répondu. Et là on s'est dit d'accord, c'est une ambiance. Et puis ensuite tournez vire. Il y a eu tout un arc débile, absolument horrible, où il y a eu je sais pas combien de tentatives de suicide autour de cette histoire là, avec l'ex de Michael J qui fait du chantage au revenge porn à l'actuelle, la copine de l'époque de Michael J, pour qu'elle dénonce Michael J sur des fausses accusations, blablabla, alors qu'elle en avait déjà fait d'autres, machin. Alors... tournée vire, grosse enquête. Finalement, quand on refait le déroulé des faits, on se rend compte que Michael J, ce soir-là, où l'autre, elle l'accuse d'agression, en fait, Michael J, il était en live. Donc, il y a des vidéos du moment prétendu. Il était en live en train de jouer à South Park. Et elle était carrément au cinéma avec des copains. Donc, elle a menti. C'était n'importe quoi. Et elle s'est alliée à des gros fachos et associés pour essayer de pousser Michael J au suicide. C'était très, très, très intéressant. C'est complètement des méthodes de ce milieu-là. Et donc, j'ai été 2 fois chez Zioclo pour expliquer le déroulé de mon enquête. À ce moment-là, Zioclo... mais t'es clairement hostile, on va pas dire les choses à moitié. Voilà. Et au bout d'un moment, à force de poser des preuves sur la table, Zioclo a compris qu'ils s'étaient tous fait rouler dans la farine par l'autre violeuse, car il convient de le dire ainsi, puisque la meuf a fait du chantage au suicide à Michael J pour le forcer à des relations intimes. C'est quand même, voilà. Même si Michael n'emploiera pas ce mot, en tout cas pas pour l'instant, mais ça met parfois du temps. Mais bon, quand tu forces quelqu'un à des relations intimes par du chantage au suicide, on rentre dans la définition légale du truc, quoi. Donc, on en est là. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez Zioclo avec des petits Zemmour sur mes seins. C'était trop bien. Oui, parce qu'en fait, cela dit, j'ai échappé parce que à la base, donc il voulait faire monter sa cagnotte. Il m'avait proposé de montrer mes seins en live ou de faire un cochon qui me crache sur les seins pour faire monter sa cagnotte. Je sais pas comment c'est normal. Rigolez pas. Là, rigolez pas. Ça, ce genre de contenu, c'est normal sur YouTube. C'est normal. Voilà, oui, c'est normal. Ne rigolez pas. Et notamment parce que tu étais enceinte et donc tu avais une poitrine fortement, voilà, avec. Non, à ce moment-là. J'étais plus enceinte, j'étais en train de faire une fausse couche.
Pardon. C'était ma deuxième fausse couche. C'était dans mon truc de PMA et j'ai été enceinte après. Mais oui, j'étais en parcours PMA, donc j'avais eu des implantations et donc j'avais eu des seins de grossesse, et donc j'avais même une poitrine énorme. Il y avait d'ailleurs Psyodélique dans une conversation privée qu'il a eue avec du coup la violeuse. Ils étaient plusieurs dans cette conversation. Il y a un moment donné, elle en live, elle est un peu nulle à chier. Du point de vue technique, elle avait montré CMP, on voyait Psyo qui était là. Vous croyez que ce sont des vrais? Je suis sûre qu'elle couche avec MJ, etc. C'était trop bien. Meilleure époque de ma vie. J'ai un PTSD. Je suis, non si j'ai tenu jusqu'à la fin. Et puis là, il y a un autre harceleur qui s'est pointé et là, je me suis vraiment effondrée. C'est trop bien. Alors, précisons aussi que Malkejus est un créateur de contenu geek sur Internet, plutôt orienté à gauche. Clairement orienté à gauche. Clairement orienté à gauche, etc. Alors, clairement orienté à gauche, mais pas encore à ça, mon goût. Donc j'essaye de le gauchiser encore plus. Écoutez, bientôt camarade élu dans le soviet. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est vraiment, enfin, Zioclo maintenant. Même si je pense qu'il sera jamais dans une logique militante, il sera jamais totalement carré. Évolué. On parle d'un mec, à l'époque, il avait quand même fait un sondage. Il y avait une gamine qui témoignait d'une agression sexuelle par Astérion. La gamine, elle a failli se foutre en l'air d'ailleurs. Ça fait partie des personnes qu'on a tenu à bout de bras dans des moments de presque tentative de suicide. C'était très bien. Et donc cette gamine, il l'avait invitée alors qu'elle était mineure, 17 ans, pas mineure 12 ans. Attention, on imagine pas des trucs. Et il a fait un sondage, est-ce que vous la croyez ou pas? Et la gamine était sortie de là, elle était en miettes, quoi. Et c'est assez Amandax qui lui était tombé sur le rable et qui lui avait fait réaliser qu'il faisait n'importe quoi. Et Zioclo a évolué. Comme quoi, on peut partir quand même d'un truc où le mec, il imite des revenge porn, il explique comment il a eu sa poupée pour pédo, qu'il l'a achetée depuis son déménagement, il l'a plus. Qui fait des sondages mais absolument immondes, etc. Et maintenant le mec, il a pris du recul, il a quand même évolué. Bon. Voilà. Alors précisons que le sondage dans son chat pour savoir si c'était quoi déjà le sondage techniquement, si les gens croyaient si les gens croyaient en son viol, je sais plus, je crois il y avait un sondage assez immonde. Dans le genre. Oui, parce qu'en fait c'était une jeune fille de 16 ans qui s'était fait elle avait peut-être 16 ans à l'époque des faits. 16 ou 17, on va dire, en tout cas il y a moins de 18 sûr, mais qui a eu subi une VSS de la part d'un streamer assez connu, et donc Zioclo, dans une volonté de buzz, de clics, etc., l'avait invité pour parler de son témoignage, etc. Et donc il y a eu un aspect vraiment télé-réalité, téléspectacle, show, tu vois. Et donc vraiment voilà, quoi. À la défense de Zioclo, c'est l'agresseuse MJ qui avait lancé la vibe, donc en faisant ces live spectacles sur la VSS qu'elle avait inventée chez Chagel, c'est Psyodélique, et donc chez Zioclo. Je veux dire, c'était elle qui avait lancé ça. Et comme elle a jamais été victime, évidemment, elle encaissait ça la faisait marrer de jouer la victime de VSS en live, mais elle n'avait pas le contre-coup psychologique d'une victime puisqu'elle n'avait pas le trauma. Et Zioclo et les autres, ils n'ont pas compris que faire ça avec une victime qui est réellement victime, ça allait défoncer la meuf, en fait. Voilà. Parce que l'autre, il pensait qu'elle était réellement victime, mais ça la défonçait pas. Donc forcément, ils ont pas compris que tu ne vas pas faire ça à une victime, quoi. À la décharge de Zioclo, ça va. Maintenant, il a pris cette distance avec ce genre de procédé, bien qu'il ait des trucs sur la sphère des apostats. Enfin, après, je vais pas refaire tout l'heure pour ceux qui sont pas sur YouTube et sur Internet. Ça paraît un peu obscur. Ce qu'on raconte est un peu glauque aussi. On va pas se mentir. Non, de toute façon, ces derniers temps, c'est très glauque. Hein. C'est ce qui fait que nous, on n'est pas surpris qu'effectivement, sur l'espace public, dans des manifs à ciel ouvert à Lyon, effectivement, les mecs tendent des bras, fassent des saluts nazis, etc. Parce que nous, quelque part, sur Internet, c'est notre quotidien, en fait. On subit ça, oui, je vais pas dire tous les jours, mais presque, en fait. Allez faire un tour sur Twitter et vous allez voir, vous allez halluciner, en fait. Donc, à un moment donné, qu'on voit des militants un peu boomers, un peu déconnectés, qui sont pas forcément les camarades intellectuellement les plus solides, nous sortir leur cours de morale sur on devrait pas pleurer la mort de ce militant fasciste, faites un tour sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, et essayez de pas vomir, en fait. C'est-à-dire que, en fait, très concrètement, notre point de vue, mais là par contre je pense qu'on le partage, Martin et moi, c'est difficile de pleurer pour quelqu'un qui nous aurait tués sans hésiter s'il avait eu l'occasion. Oui. Il faut peut-être pas
trop en demander non plus. Moi, je vais pas aller jusqu'à me réjouir de sa mort en disant un nazi de moins. Parce que globalement, je préférerais que, enfin, un nazi de moins, oui, mais pas parce que le mec crève, parce que le mec il sort du nazisme, quoi. Si tu veux bon, Zioclo a jamais été nazi, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais Zioclo il a évolué. Et ça c'est très bien. Moi j'encourage ce genre de choses. Moi j'aimerais bien voir des nazis évoluer. Et d'ailleurs, j'ai plus ou moins l'espoir de convaincre Zioclo de devenir un camarade qui fait évoluer des nazis dans le bon sens, puisque c'est entre autres des personnes à qui il s'adresse. Non, mais puisqu'il s'adresse à tout le monde, hein. Il s'adresse pas spécialement aux nazis, mais comme il s'adresse absolument à tout le monde, il s'adresse en gros aux nazis. Maintenant, il s'adresse à tout le monde et maintenant, il n'hésite pas à dire non, c'est de la merde. Voilà, il a une tendance maintenant à affirmer. Il a pris ses distances avec tout ça, hein. Clairement, il a compris qu'il y avait un problème. Zioclo, il a une bonne tête de mec bien racisé, hein, aussi. Hein. Ouais, après avoir invité Conversion dans son salon pour une émission, franchement, c'est un truc que moi je digérerais jamais en fait. Hein, mais bon, un Zioclo plus sain d'esprit, un peu moins con et un peu moins suceur des faves, franchement, moi je prends tous les jours, quoi, quelque part. Oui, voilà, mais n'importe lequel. Enfin, tu sais, même un psychodélique qui arrête d'être, et je prendrais en fait. Ouais, mais s'il fait ça, il a plus de. Non, mais s'il fait ça, il fait plus de contenu. On va être très clair. C'est pas un problème, Martin Eden, puisque de toute façon. Enfin, je veux dire, avec le procès qu'on va lui faire, etc., il fera plus de contenu, tu sais. Ça, c'est mort. Donc, autant qu'il choisisse lui-même. Avant l'installation du fascisme, voilà, on aura cette petite victoire et je serai dans le tribunal à mettre l'ambiance. Je serai voilà, là. tu mettras l'ambiance. Mais donc, globalement, oui. D'ailleurs, je pense que c'est effectivement un axe de lutte tout à fait valable contre le fascisme sur Internet, les procédures judiciaires. Mais c'est un axe de lutte qui est long, en fait. C'est sûr qu'au niveau efficacité, les coups de pied dans la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est au niveau court terme, c'est plus efficace. Mais je pense que quand même, c'est un peu trop une méthode de nazi, quoi. Ça me plaît pas. C'est surtout aussi, alors. Moi, je le dis, soutien aux camarades de la jeune garde. En tout cas, sur cet aspect-là, parce que je sais, la jeune garde aussi, il y a eu des bails où ils ont cru que c'était un sionisme, mais en fait, non, voilà, entre guillemets. Donc, je vais pas non plus nier les quelques dérives qu'il y a pu avoir, mais sur ça spécifiquement sur Quentin, soutien inconditionnel, parce que déjà on jette pas des camarades sous le bus, déjà pour commencer, et deuxièmement, d'autant plus quand il devait faire face à des nazis, donc à un moment donné, là où je peux concéder peut-être une miette de terrain, c'est du 5 contre 1, c'est sûr que c'est pas le grand antifascisme des grands soirs et le noble antifascisme des grands soirs. Mais non, c'est des méthodes de nazis, c'est ça qui fait chier, quoi. Ouais, mais l'antifascisme, à un moment donné, parce que j'ai vu aussi, certains ressortaient l'anecdote sur Orwell en 36, comme quoi il aurait épargné la vie d'un fasciste parce qu'il était désarmé. Je fais oui, mais c'était un fait comme ça. Déjà, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais admettons que ça soit vrai. Il y a beaucoup plus d'anecdotes où les gauchistes ont fait des dingueries sur les femmes parce que voilà, et j'ai envie de dire, est-ce que ça invalide fondamentalement les brigades internationales antifascistes? Non. Alors, on est sur le terrain, disons que c'est compliqué, quoi. C'est pas comme dans les livres, quoi. Je suis désolée, j'allais dans la fiction, mais dans le préquel de Mad Max Furiosa, il y a un moment donné, donc Furiosa, elle se fait enlever, il y a sa mère qui poursuit et tout, elle arrive dans le camp où s'est enlevé sa fille, et elle laisse en vie une mère de famille qui est désarmée. Et c'est parce qu'elle laisse en vie de cette mère de famille que l'autre peut prévenir le camp et qu'elle se fait choper et qu'elle se fait brûler vive. J'ai peur que ce soit une sorte de métaphore assez réaliste de comment fonctionnent les nazis, en fait. Donc, là, dans l'état, dans cette rue, etc., je pense qu'il risquait rien à ne pas larder de coups de pied le mec jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Mais quand t'es dans une bataille rangée comme ça, parce qu'il y a des nazis qui t'ont tenu un guet-apens, tu sais pas trop ce qui peut se passer en fait si tu les laisses partir dans certaines circonstances, on va dire. Bon. Et je pense qu'avec l'adrénaline, le choc, parce qu'il faut pas oublier que c'est un guet-apens des nazis contre les antifas, donc les mecs ils se sont fait prendre par surprise, quoi, et encerclés par les nazis. L'état psychologique dans lequel ils étaient, je sais pas, quoi. Moi, je trouve que c'est compliqué de porter un jugement
De toute façon, il y aura un procès, etc. Mais moi, en tant qu'individu, je trouve que c'est compliqué de porter un jugement parce que c'est difficile de savoir comment tu réagis dans un état émotif où tu viens de te faire prendre dans un guet-apens nazi, en sachant pertinemment que sur Lyon, on sait que les nazis, si t'es à terre, ils vont te défoncer la gueule jusqu'à ce que mort s'en suive éventuellement et tout. Donc tu sais que t'es dans un truc où tu sais, à la fin de la bataille, quand les nazis se barrent, les mecs, ils savent qu'ils ont échappé à la mort. Ils le savent. Donc, ils sont dans un état d'esprit particulier quand même. Ils sont dans un état d'esprit particulier. Donc, j'ai du mal à juger le truc. Mais il n'empêche que, pour moi, frapper un mec à terre, ça reste quand même une méthode de nazi. Ça reste, c'est pas, je suis d'accord, c'est pas très glorieux, mais je hausse les épaules, je veux dire, le combat est sale. Et je valide, moi, j'ai acté que le combat était sale et que, par moment, voire même globalement, c'est sale, comme combat. Je vois absolument pas comment on pourrait éviter des morts là en l'état actuel des choses. Pour moi, la seule chose qui est étonnante dans cette histoire-là, c'est que pour une fois, c'était un nazi. Effectivement. Parce que les 20 dernières fois, il y a eu des morts aussi, mais c'était pas des nazis, si vous voulez. Ouais, depuis le 2022, ils ont recensé 12 morts ou un truc genre. Les actes d'attaque nazie, il y en avait genre plus d'une centaine. Ah non, c'est un truc de fou. Et puis, les nazis, en général, ils aiment bien arriver armés, suréquipés pour tirer sur les gens sans défense. Alors, ils avaient des gazeuses, ils avaient des fumigènes. Ils ont lancé un fumigène, d'ailleurs, sur les antifas au début de la guerre. Il y en a un qui avait un parapluie, il y en a un qui avait une béquille, il y en a un qui avait un casque. Non, ils étaient... Non, mais je pense notamment à Anders Breivik, qui s'était pointé sur une île et qui a tué 70 personnes. Oui, je sais pas, quand tu te pointes sur une île où les gens sont désarmés, pas prêts au combat, avec toi, t'es équipé de la tête aux pieds, effectivement, j'ai envie de dire, voilà, petite bite quand même, le suprémaciste blanc quand même, une petite bite, parce que un vrai chevalier croisé aurait fait un duel 1 contre 1 avec des gens équipés, prêts à la bataille, avec des flingues et des lance-flammes, etc., etc. Donc je dis à Anders Breivik, un peu petite bite, et moi c'est ce qui me pousse à me dire qu'en fait que les militants FAF, en fait, dès qu'il y a un peu de répondants en face, ils sont un peu démunis. Les chevaliers croisés sont un peu comme des coqs en fait. C'est merde, les cours, il y a des coups en face. S'ils font des guet-apens, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils jouent sur la sidération pour pouvoir éclater la gueule des gens. S'ils sont pas à attaquer par surprise et qu'ils laissent une chance à l'adversaire de se défendre, les mecs, ça se finit en pantalonnade. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Donc voilà, ils sont et bon, ils étaient 3200 dans les rues de Lyon. Bon, mais 3200 en ayant fait des appels dans toute l'Europe. Ces mecs restent une minorité. En fait, leur ascension est totalement résistible. On pourrait, nous, non, on n'a pas les moyens. Mais un gouvernement qui voudrait mettre un frein au nazisme pourrait. Mais là, on a un gouvernement qui fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit, Aurore Berger, il y a pas longtemps ? Je sais plus. Vas-y, dis, shoot. La France insoumise, c'est l'anti-France. Ah oui, sachant qu'au début du XXe siècle, l'anti-France était un élément de langage de la de la droite antisémite, anti-Dreyfus, etc. quoi. Anti-France, c'est les juifs, les francs-maçons et ce qu'ils appelaient à l'époque les métèques, donc les étrangers quoi. Non mais voir après, il y a toute une partie de la gauche molle pour qui l'antisémitisme n'existe que quand c'est les filles. Voilà, c'est ça. Oui. Rappeler l'anti-France, ça va. Et qu'est-ce qui se passe là ? On a les municipales à Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé ? On en parle ? Oui, travail, famille, patrie, à deux doigts de dire le travail. La candidate LR, pas RN, la candidate LR qui explique que ses valeurs, c'est le mérite, le travail, la famille, la patrie. Et du coup, t'as des logos d'un côté et Payan de l'autre. Et puis Payan, mais vous vous rendez compte ce que vous venez de dire et tout, parce que j'ai bien entendu. Et puis l'autre, oui, vous venez de dire travail, famille, patrie. Oui. Mais vous savez que c'est la devise de Monsieur Pétain. Ah oui, c'est ma devise aussi et tout. Je sais que ces valeurs sont un peu dépassées. Il y a des logos qui est en train de mourir de rire, de gêne tellement c'est horrible. Et il y a Léa Salamé qui plaisante avec des logos, machin truc bidule, en faisant référence à des logos qui avaient sorti à un moment donné pour blaguer, qui savaient pas qui était Pétain. Donc l'autre, elle plaisante avec des logos, alors que l'autre, il y a une candidate qui vient de sortir la devise de Pétain, et toi, t'es là, tu regardes ça, tu fais, attends, il s'est passé quoi ? Pourquoi ? Quoi, ma vie ? Ok, non mais
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc ouais, je voulais signaler aussi, donc parce qu'on peut, c'est pas un phénomène totalement nouveau. Donc ça a 20 ans, hein, les gens, ça fait 20 ans qu'il y a des sorties bizarres de ce genre. Ça a commencé vraiment, avec Nicolas Sarkozy, qui dans un de ses discours de campagne en 2007 avait sorti « Le travail, c'est la liberté ». Qu'est-ce que c'est inspirant? Oui, c'est à deux doigts de l'écrire en devanture dans un camp en allemand. Le travailleur libre, n'est-ce pas? Voilà. Et je sais plus si c'était avant ça. Alors ça, c'est un élément de langage pétainiste qui est passé beaucoup plus inaperçu. C'est l'égalité des chances. Attends, je vais te retrouver l'extrait parce que comme ça, je te lis du pétain dans le texte. Moi, je pense que Et moi, on a besoin de lire du pétain dans le texte. Ouais, mais surtout quand je l'ai dit avant, un peu avant d'enregistrer, on est tous égaux, voilà, devant le Zyklon B, quoi, quelque part, je pense. Oui. Enfin, il y en a qui sont moins égaux que d'autres, mais data archive ouverte. Ah purée, l'ordre nouveau. Pour l'ordre nouveau, l'ordre nouveau sonne quand même un peu ancien quand même. Hein. Bref. Alors, l'ordre nouveau. Ah ouais, non, c'est bien. Ah purée, j'ai le discours. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Vas-y. Tu es prêt? Vas-y, je suis prêt, vas-y. Ligne 54. Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale. Il ne reposera plus sur l'idée fausse d'égalité naturelle des hommes, mais sur l'idée nécessaire de l'égalité des chances données à tous les Français de prouver leur aptitude à servir. Voilà. C'est exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Donc ça, c'est mais c'est bien, c'est 1940. Bien. C'est pas comme si j'avais dit. Je t'envoie la ref. Vas-y. Comme ça, tu la mettras. On est très bien. Vas-y. Donc oui, il faut que j'autorise ça. Voilà. Donc c'est le discours de soumission à Pétain total, quoi. Non, mais on est sur quelque chose de bien. Et l'égalité des chances, alors dans le discours de Pétain comme dans celui des sarkozystes de l'époque, en fait, c'est juste un élément de langage creux. Hein. Ça veut pas dire qu'on va... Dans le discours de Pétain, ça veut pas dire qu'on va déporter des juifs. Dans le discours de Sarkozy non plus. C'est juste un élément de langage creux qui a l'air sympa, où n'importe qui va projeter son idéal du moment. Et donc du coup, ça met tout le monde d'accord parce que c'est une forme en fait d'effet puits, mais appliqué à la politique. Tu vois, l'effet puits, c'est le truc qui fait que quand tu lis ton thème astrologique, tu t'y retrouves dedans. Là, c'est l'effet puits, mais adapté aux idées politiques. C'est-à-dire, tu lis le truc, et quelles que soient tes idées politiques, si tu réfléchis pas au fait que le machin est complètement creux et ne veut rien dire, bah, tu peux avoir l'impression d'y voir tes idées politiques, et donc tu peux avoir l'impression d'être d'accord. Et on avait fait d'ailleurs le test avec des morceaux de ce discours. Donc c'était au moment de des manifestations étudiantes contre la LRU, donc la réforme Pécresse qui s'est traduit aujourd'hui par Parcoursup, etc. Parcoursup, etc. n'existait pas avant parce qu'il n'y en avait pas besoin, parce que la LRU n'était pas passée et donc il n'y avait pas besoin de toute cette merde. Donc nous, on manifestait parce qu'on voyait bien que cette merde allait déboucher sur un truc genre Parcoursup qui allait être inchiable et que les générations prochaines allaient galérer comme pas permis. On a perdu, mais pendant un moment, donc il y avait des espèces de réunions et tout pour essayer de convaincre les étudiants. Donc nous, on y allait avec des questions, puis on lisait des bouts de discours de Pétain pour demander à la meuf qui était venue, je sais plus qui est-ce qui était venue, c'était pas Pécresse, c'était quelqu'un d'autre. Voilà, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Puis elle disait oui, puis ensuite on lui disait c'était le discours de Pétain de tel moment, et ensuite elle devenait pâle et tout. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Leur réunion machin pour expliquer la réforme, elle était interdite aux étudiants. Oh là là. Moriarty. Ouais, alors non, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était interdit aux étudiants, et moi qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée là-bas en robe de soirée noire en velours avec un gros décolleté, et puis je disais bonjour au vigile, puis je passais. Et donc du coup, ils regardaient mes seins, donc du coup, ils voyaient pas que j'avais pas de carte de machin. Et donc je suis rentrée comme ça, et il y avait ma mère qui était avec moi, qui me suivait. Et donc du coup, moi j'ai réussi à rentrer, et ensuite ma mère, il voulait pas la laisser rentrer, elle était là, il y a ma fille à l'intérieur, vous me laissez entrer et tout, c'était magnifique. Ensuite, je m'étais faufilée dans un autre truc. Alors là, j'avais vu à un moment donné, il y avait le recteur, mais je savais pas que c'était le recteur. Donc moi, je me mets dans le groupe du recteur pour rentrer, et donc on m'arrête et tout. Et là, le vigile qui m'arrête, et le recteur qui comprend pas pourquoi on m'empêche d'entrer. Et donc du coup, j'ai montré patte blanche, j'ai pu rentrer. Et ensuite, j'ai pu poser mes questions. Et là, je commence à poser ma question, et là, il coupe mon micro, mais on était dans un amphi. J'ai fait porter ma voix.
Attends. Voilà, donc c'était la grande époque où déjà ça commençait à sortir des trucs un peu bizarres, l'égalité des chances, le travail c'est la liberté et tout. Et nous on était là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Et on avait des réponses. Je me rappelle, j'avais écrit au CRIF et tout, et il m'avait répondu « Oh, on n'a pas besoin de vous expliquer la différence. » Mais oui, évidemment, quand Sarkozy dit « Le travail, c'est la liberté », il est pas en train de dire qu'il va déporter Anne Frank. C'est sûr. Mais le simple fait qu'il y ait personne pour le faire honte au point qu'il retire le truc et qu'on n'entende plus jamais un élément de langage de cette nature qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire, littéralement, ben, rien que le fait qu'il n'y ait pas ça, c'était un problème. Et on voit le glissement. Il a pris peut-être 20 ans, hein. Mais 20 ans, c'est rapide. Moi, j'aurais jamais pensé que le consensus que le nazisme, c'est mal, allait voler en éclats de mon vivant, en fait. Je me disais, bon, peut-être qu'il volera en éclats un jour. Mais là, il faut bien voir que là, ma grande-tante qui a vécu la guerre, elle a 93 ans, elle est toujours vivante. Elle n'est pas la seule à être vivante qui ont vécu la tragédie vichyste, qui ont vécu les exactions nazies. Les victimes du nazi, il y en a encore qui sont vivantes. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore qui sont vivantes. Et là, on remet en cause le consensus comme quoi le nazisme c'est mal, et on arrive à la télé avec des gens qui disent qu'une manif s'est bien passée où il y a eu des saluts nazis. Non mais ok. Non mais et après on vient me casser les couilles sur Mimie Martin, machin, mais quand même la mort d'un jeune homme de 23 ans, mais du coup je réponds quoi? Qu'est-ce que je réponds quoi à ça? Du coup je réponds quoi? Si on entendait des hommages à chaque féminicide, si on entendait des hommages chaque fois qu'il y a un sans-abri, une prostituée ou une personne transprostituée, je sais pas quoi, une personne racisée qui se fait agresser, un couple homo qui se fait agresser dans la rue, ou je sais pas quoi, machin, ou même un militant de gauche, ou même un antifa qui se fait prendre en tenaille par des nazis. Si on entendait chaque fois des palabres et des palabres de c'est pas bien la violence et tout sur les violences des nazis, si les violences des nazis étaient contenues, si les violences des nazis étaient réprimées, si la police était déployée quand un parti politique qui va faire une conférence à Lyon, qui est gangréné par le nazisme, ça se rend peu plus. Et oui, attention, il y a eu on a des éléments comme quoi le groupe Némésis va venir foutre la merde et tout, s'il vous plaît, voilà. Et les mecs, ils déploient toutes les forces de police, ils les concentrent sur une contre-manif de mecs de gauche qui sont contre la guerre. Et du coup, il n'y a pas de flics dans le coin, et du coup, il y a un guet-apens de nazis qui, voilà, une bataille de rue. Bon, après, je soupçonne aussi qu'une partie des flics sont aussi en noir du côté des FAF, mais après, c'est un point de vue très personnel. Ça, oui, probablement, mais là, c'est la responsabilité je dirais, du préfet de prendre les mesures qui s'imposent pour que Némésis ne puisse pas faire ses provocations. Déjà, qu'est-ce que Némésis? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une dissolution de ce mouvement-là? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas en train de s'exprimer? Pourquoi ils sont pas en garde à vue, etc. Pourquoi est-ce que ça tarde autant? Moi, à la limite, qu'on me dise, enfin, si tu veux, si dans 2 semaines on apprend que ça parlait pas de la garde à vue des néo-nazis qui ont initié la rixe où Quentin est mort, parce que justement les flics étaient en train de les filer, etc., pour pouvoir faire un coup de filet général, je dirais bon, ok, ils en ont pas parlé parce qu'il fallait pas qu'ils soient au courant, il y a pas de problème. Mais j'attends de voir si c'est pour ça qu'on n'en parle pas. J'espère, hein. J'avoue que j'ai peu d'espoir. Je suis pas très. On va dire l'ambiance de collabo ne me pousse pas à l'optimisme. Et voilà. Non mais je dis je l'espère. C'est là mon espérance. C'est un espoir. Ouais, mais voilà. Tu sais ce qu'on disait. Tu sais ce qu'on disait à Berlin dans les années 30. Qu'est-ce que tu vas me sortir comme ça? Les optimistes ont fini à Auschwitz. Les pessimistes sont restés en vie. Ah putain. C'est vrai que non mais ouais, c'est vrai que si tu fuis l'Allemagne à ce moment-là, ouais, t'as quand même plus de chances de survivre. Donc je dis pas que c'est une raison, je ne dis pas que c'est une raison pour doumer, je dis pas que c'est une raison pour baisser les bras, voilà, mais soyons insupportables jusqu'au bout, c'est ça que je dis. Et aussi quelque part aussi, après on va aussi enchaîner aussi sur pourquoi on parle de ça dans le confusionnisme, quels sont les liens théoriques, etc. Oui. Petite anecdote aussi qui peut expliquer aux auditeurs et aux auditrices pourquoi
enfin, en tout cas, ceux qui sont toujours là, on va dire, ceux, voilà, qui sont toujours ici en train de nous écouter, on va dire, ou qui ont l'habitude, quand même, que je parle de certains sujets qui touchent la gauche, comme l'antisémitisme, l'antisionisme, l'antisionisme, etc. Effectivement. Mais à un moment donné, c'est, effectivement, je sens qu'il y a une partie des auditeurs et des auditrices qui sont surpris de me voir un petit peu en mode gros pétage de plomb, et à la limite, intolérant et ultra inconciliant, en fait. Alors, je suis désolée, mais je trouve pas que ce soit un pétage de plomb. Alors, effectivement, mais envoyer chier, enfin couper tous mes réseaux, etc. Parce que sinon je vais vriller. Enfin bref, tout ça pour dire que. Non, pour moi c'est une attitude saine. Hein, je te oui, dis, mais bon, c'est radical. On est d'accord, c'est radical. C'est pas comme. Alors radical, je suis d'accord. Pétage de plomb, je suis pas d'accord. Mais radical, oui, d'accord. Radical, pétage de plomb, peu importe. Mais en tout cas, qu'il y ait quelque chose de vibrant, on va dire. C'est qu'à un moment donné, moi, ma conscience politique est née dans les sectes, en fait. Et donc le complotisme, l'antisémitisme, c'est central dans ma bascule à gauche. C'est vraiment central, en fait. Et donc. Mais sauf que tu connais la fange, tu as pratiqué la fange la plus là. Oui. Et sauf aussi, j'ai vécu avec des gens comme ça, etc. Bon, je dis pas que les nazis sont forcément des écolos New Age confus, bien qu'il y ait des énormes passerelles. Je dis pas exactement ça. Ouais. Je dis juste que, par exemple, ma meilleure amie, voilà, je vais prendre l'exemple, c'est l'anecdote que je voulais raconter. Ma meilleure amie qui est tombée enceinte, je sais pas, enfin Taz, si tu écoutes, je t'embrasse, je t'aime. Et donc ma meilleure amie qui est tombée enceinte de mon copiole, on va dire, mon voisin de chambre de la secte, voilà, par divers et variés, on va dire, pour des raisons médicales, elle aussi, mais en réalité, elle aurait jamais dû avoir d'enfant, mais au miracle, avec ce gars-là, elle est tombée enceinte, et donc elle a décidé de le garder, donc voilà, tout ça, sauf que le gars à qui elle est tombée, le père du bébé, on va dire, vu qu'il était un adepte du New Age et de la communication non violente, enfin toute cette saloperie New Age ésotérique en fait où je suis habitué, c'est-à-dire te cracher la gueule avec un énorme sourire, mais tout en restant calme, effectivement, bien qu'ils aient eu un enfant, on n'a jamais réellement su s'ils étaient vraiment ou non ensemble. Parce que quand on lui posait la question, c'est oui, mais non, mais en fait, on est ensemble, mais oui, non, mais je le sens pas parce que l'énergie, etc. Ceux qui ont côtoyé les milieux New Age et ésotériques savent très bien de quoi je parle, surtout les meufs. Et donc, par rapport à ça, voilà, ils se sont séparés, bien qu'on ne sait même pas techniquement s'ils étaient vraiment ensemble, malgré le fait qu'ils aient quand même eu un bébé. Et en plus des anecdotes de folie. Un jour, je raconterai les anecdotes que j'ai vécues par rapport à ma pote et à ce gars-là. Enfin, j'ai failli le soulever plus d'une fois. Et vraiment, c'était pas... Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais au téléphone avec elle. Voilà, comme je l'ai bien souvent, elle était limite en pleurs parce que ma pote Taz, elle est vraiment c'est une meuf ultra thug, ultra de la street, vraiment. Moi, j'adore jouer un petit peu, rouler des mécaniques sur mon vécu un peu thug de SDF, secte, etc. banlieue parisienne. Mais elle, c'est vraiment 20 gros au-dessus de moi. On est vraiment dans le truc ultra hardcore, tu vois. Enfin, je vais pas raconter ça ici, mais disons que quand la meuf parle, tu te tais. Globalement, c'est l'idée. Bon. Et donc, par rapport à ça, elle commence vraiment à pas être bien, limite à chialer. Et pour qu'elle chiale, il faut vraiment qu'elle soit vraiment super mal. Et à un moment donné, parce qu'elle chialait par rapport à ce que lui infligeait ce gars-là, parce qu'en fait, vu qu'ils étaient... pendant la grossesse ou ils avaient déjà... pendant que le bébé était au monde. Le bébé était là. Et justement, mais il avait quel âge ? Il avait 2-3 ans, en fait. Et c'est justement cette discussion-là, c'était pour savoir comment on s'organise pour moi je dois faire des trucs impératifs médicaux, mais en même temps je peux pas y aller s'il est assez loin, je peux pas prendre le bébé, etc. Est-ce que tu peux le prendre, etc. Des trucs à somme toute assez basiques parce que c'est elle qui avait la garde du bébé, patriarcat oblige. Évidemment, heureusement. Et après on pourrait me dire oui mais je vous rassure les mecs, il en voulait pas, comme la plupart d'entre nous. Non mais il en voulait pas. Enfin le mec il est dans une secte et tout. Heureusement que c'est pas lui qui avait la garde. Hein. Mais voilà, enfin, il était plus dans la secte physiquement, mais il y allait. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais bon, disons que avoir une réponse claire à une question claire, c'est compliqué avec lui ou avec ces autres-là. Enfin bref, tout ça pour dire qu'à un moment donné, elle était limite en train de dire ouais, il me la met à l'envers. À chaque fois, c'est oui, non, et puis des commandes 1 heure avant, etc. Et je dis ouais, je savais qui il était, tu vois. Je dis oui, enfin, pas dans ce que je discute avec ma pote, je suis vraiment dans un truc empathique de fou. Quand on me parle de ça, j'ai envie de taper le gars, en fait. Véritablement. Oui. Et tu le fais pas, mais ouais, je vois. Sauf que, à chaque fois, je lui dis ça pendant ce discours, ce schéma-là, c'est pendant plus de 3 ans qu'elle m'appelle, qu'elle pète un plomb, qu'elle est limite en train de chialer. Et à chaque fois, je lui disais, ouais, mais tu espères de l'aide d'un mec qui t'a fait ça. Et je lui faisais le listing à chaque fois. Et je lui dis à chaque fois, l'erreur fondamentale que tu fais, c'est de lui parler. Je suis complètement d'accord avec toi, mais c'est elle m'a dit après, compliqué. Mais après, pour des raisons de garde de bébé, je lui dis,
il y a certainement moyen, je sais pas, enfin moi je pourrais le garder, bien que j'étais loin, piéton, je venais en SAP, enfin c'était compliqué, mais disons que, enfin, je me doute que si tu l'appelles, c'est que t'as un petit peu aux abois, mais à un moment donné, te fier à partir du moment où c'est un truc que je lui citais à chaque fois, c'est à partir du moment où tu acceptes de lui parler, tu acceptes de te faire foutre. Voilà. Ouais, malheureusement, c'est clair. Après, vraiment, les phénomènes parce qu'en plus, il avait mère isolée, etc., c'est chaud, hein. C'est chaud, mais ouais. Disons que lui, en plus, vu que j'ai pas raconté la vie de ma pote, mais il savait très bien où appuyer, sur quel levier activer pour l'amener à douter, etc. Et c'était vraiment... Si tu nous entends, mais soutien à toi, quoi. Donc, elle en est sortie, ça va. Parce que, à un moment donné, je lui ai dit, tu es consciente qu'à un moment donné, ce gars-là, tu vas finir par le monter en l'air. C'est pas une question de peut-être, c'est une question de quand, en fait. Parce qu'en fait, ma pote était, malgré son côté vie ultra thug, ultra border, etc., elle avait quand même des valeurs un peu ancrées, c'est-à-dire, ouais, comme le père de mon enfant, j'ai pas le taper, j'ai pas lui faire des coups bizarres, etc. Quand même, c'est important, c'est quand même le père de mon enfant, je l'ai aimé, etc. Et je l'ai trouvé étonnamment, j'allais dire étonnamment humaine. Je l'ai trouvé étonnamment touchante, en fait, à ce niveau un petit peu d'intimité. Et je dis ouais, mais moi je comprends tout à fait. Je crache pas sur ça, bien au contraire, je peux te mettre en valeur ce genre de choses. Mais garde à l'esprit que cet affect, c'est ce qui te sert à te niquer. Oui. Malheureusement. Et je dirais la même chose aux humanistes, comme Ristora et tant d'autres. Cet humaniste à chialer sur un nazi innocent de 23 ans, c'est ce qui va vous niquer, en fait. Alors, c'est ce qui est en train de nous niquer. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas que parce que bon, je pense aussi, c'est beaucoup le fait de l'extrême droite, de Bolloré, etc., etc. Oui, il y a des raisons beaucoup plus structurelles et beaucoup plus importantes. Mais vu qu'on se sent un petit peu animé par des gens qui sont politiquement proches de nous, donc, mais voilà, soutien à Brigitte Stora, mais malgré tout, soutien critique, et très critique. Mais malgré tout, voilà pourquoi je ne veux pas céder à, oui, un jeune homme de 23 ans est mort. Oui, c'est un drame. Bien évidemment que c'est un drame. Oui, on n'avait pas à lui fracasser la tête à un 5 contre 1. Oui, ce n'est pas glorieux. Mais je refuse, de la même manière que je n'ai pas cédé face au gars avec qui j'ai vécu pendant 3 ans, quand même. Comme j'ai dit à ma pote, il ne faut pas céder parce que c'est pour ça qu'il te baise. Voilà pourquoi je ne céderai pas et je ne céderai jamais. Parce que je vois de la même manière que le mec, enfin, le père de l'enfant de mon ami, je voyais par quel chantage émotionnel il arrivait à ses fins, il lui baisait la gueule. Je vois la même mécanique du chantage à l'humanisme de ces sales ordures de merde. C'est exactement la même. Donc, à un moment donné, moi, j'accepte au prix d'une incohérence. Tu es de gauche, tu es censé être contre la peine de mort. Oui. À un moment donné, c'est pas une peine de mort, c'est un putain de guet-apens. Mais peu importe, je dis, j'assume du moment que c'est votre mort, en fait. Du moment que c'est la vôtre. Voilà. C'est-à-dire que on peut pas parler vraiment pendant la rixe elle-même, avant que les mecs s'enfuient, on pouvait parler de légitime défense. À ce moment-là, ils sont à 5 contre 1, on veut plus parler de légitime défense, mais on sait pas ce qui s'est passé dans leur tête et vu la situation, je vois très très bien comment tu peux complètement partir en vrille. À cause de la tension, de l'adrénaline, du combat, et pas se rendre compte tout de suite que les mecs se sont barrés, pas se rendre compte tout de suite que t'es hors de danger de mort, quoi. Tu peux tout à fait ne pas comprendre tout de suite. Et donc aussi, par rapport aussi, je vais finir sur l'anecdote sur Taz, elle l'a envoyé se faire foutre, elle l'a fini par lui fracasser le crâne, enfin. Ah bah oui, et donc et même maintenant, même aujourd'hui, son enfant maintenant il est un peu plus grand maintenant, ce qui me rajeunit pas malheureusement. J'ai connu ma meilleure amie, elle était enceinte du bébé. Maintenant le bébé, disant qu'il a un certain âge, il est doué de parole et donc ça me rajeunit pas. Maintenant même l'enfant manque de respect à son père. Pour dire à quel point c'est une merde. Donc, à un moment donné, elle a fini par lui fracasser le crâne. Et quand c'est arrivé, je lui dis, bah, tu vois, c'était pas si difficile. Tu vois, c'est simple. Tu soutiens la violence conjugale. Non, mais ouais, quand c'est des mères, blague à part, dans, je sais plus, mais c'est un délire de genre 80-90% des cas, les violences conjugales d'une femme envers un homme, c'est dans ce genre de cas. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est violent, soit physiquement et psychologiquement, soit psychologiquement, soit voilà. Et au bout d'un moment, la victime en a marre et rend les coups. Et quand c'est une femme, c'est très très souvent comme ça. Les cas où c'est pas le cas, donc comme le cas d'MJ où il était absolument pas violent, la violence était unilatéralement de la part de cette meuf, c'est hyper rare en fait. C'est hyper rare. Totalement. Et c'est pour ça que malgré les soutien à ta pote. Enfin maintenant ça va, s'en est débarrassé, maintenant ça va, voilà, oui, maintenant reste pas elle. En fait,
Non, mais les mecs violents, parfois, leur répondre avec le langage qu'ils comprennent, donc le langage qu'ils emploient, parfois ça les aide à redescendre sur terre. Hein. Ouais, mais sauf que lui, pas d'autre solution. Sauf que lui, c'était pas un mec violent physiquement, c'était juste un. Disons qu'il avait tout dans le. Enfin, tu connais le milieu New Age, ésotérique, tu sais qu'il y a énormément. Non, mais je vois très bien le truc. Les outils manipulateurs, etc. Voilà. Le mari d'une de mes plus proches amies, donc j'ai rencontré au siècle dernier, hein, l'ami en question. Il était dans une secte chelou, la secte du livre de l'agneau, je sais pas quoi, enfin un machin. Et c'était une épreuve de l'en faire sortir. Enfin, c'était voilà. Et il a réussi à en sortir après que le gourou de ce truc soit mort. Bon, voilà, le machin c'est plus ou moins dissous et il s'est rendu compte que c'était du bullshit. Mais ouais, j'avais lu leur livre sectaire à la con pour lui donner des conseils. Ah, la secte, c'est particulier. Hein. Et le pipeline qu'il y a entre les milieux sectaires, les milieux pédophiles chelous et le New Age, le sectaire New Age et les milieux pédophiles chelous et le fascisme et les anti-vax. C'est l'espèce de même marécage. Il y a ces trucs qui grenouillent et qui échangent entre eux et tout. C'est immonde. La pédophilie. Enfin, on parlera de ma secte une autre fois. Beaucoup à dire. Voilà, mais ça fait partie d'un espèce de tout bien immonde. Ça fait partie du même. C'est le même package. Et donc par rapport à ça, voilà pourquoi je suis assez intransigeant avec ce truc-là. Pour moi, il y a des limites très claires. Et c'est cette même intransigeance, chers amis, qui me pousse à dire que là, c'est un nazi mort. Je l'emmerde. C'est la même intransigeance qui me fait dire que j'ai envoyé chier les 3/4 du YouTube Game sur la question de l'antisémitisme à gauche. Même intransigence là, en fait, à un moment donné, une parole claire. Enfin, tu confirmes que je suis pas. Les camarades ne parlent pas de moi poliment sur cette question-là, quelque part. Non, évidemment pas. Mais bon, après, moi, l'intransigeance sur l'antisémitisme, dans un contexte historique de montée du fascisme, par un mec qui se lève à 3h du mat. Bon, écoute, moi, je suis désolée, hein, mais j'ai rien à dire, je juge pas, il y a pas de problème. Je suis beaucoup moins intransigeante que toi, mais vraiment, j'irai jamais t'en faire le reproche, quoi. Ouais, mais après, peut-être que je serais pas intransigeant si on était un peu plus nombreux sur la question, et nombreux sur la question, peut-être aussi. C'est voilà. En fait, c'est plus que si on était un peu plus nombreux à pas être complètement à la rue sur la question, parce que quand même. Oui, voilà aussi, c'est ça. Donc effectivement, il y a quand même des trucs à la rue, quoi, beaucoup de trucs à la rue, et le fait est que. Bon, je vais pas dire que c'est la faute à LFI si l'antisémitisme historique de type Action française passe inaperçu, parce que c'est pas vrai. Ils servent d'épouvantail. Et s'ils servaient pas d'épouvantail là-dessus, ils serviraient d'épouvantail sur autre chose. Mais quand même, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, mais formez-vous politiquement, les gens. Enfin, formez-vous sur les dog whistles, formez-vous, Berne. Enfin. On peut pas se permettre des sorties cheloues actuellement. On peut pas se permettre des dragons célestes. On peut pas se permettre, voilà. Laissez à Aurore Berger les références maurassiennes cheloues. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est quand je vois aussi un tel humanisme à parler d'un nazi innocent de 23 ans, je note qu'il y a un peu moins cet humanisme quand Jean-Luc Mélenchon sort une dinguerie aussi. Donc oui, il y a moins cet humanisme. À un moment donné, chers amis de Golem, on va citer les blazes de Golem et Durard et de d'autres d'ailleurs. Mettez-vous le cerveau à l'endroit. Je suis avec vous. Je suis le goy. Voilà, le goy, l'allié goy vous parle. Mais voilà. Non, t'es l'anti-France, donc tu sais, c'est l'origine réelle ou supposée. Donc t'es l'anti-France. T'es supposément franc-maçon, juif et c'était quoi, métèque, voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, votre allié goy, celui qui a été au casse-pipe, et je l'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour vous, je l'ai pas fait pour plaire, je l'ai fait pour moi. Parce que moi, je fais du contenu que j'aurais aimé voir à l'époque quand j'étais dans la secte Essoralien. Voilà. Je le dis, il y a tout un délire un peu nombriliste dans tout ça, mais que j'assume totalement. J'ai toujours fait ce que je faisais pour moi et pour personne d'autre, en fait. Ce qui m'a aidé grandement à dire non quand il y avait des alliances avec des mecs de Zawa Prod qui me proposaient des feats, mais à condition que je ferme ma gueule sur certains sujets. Je pense que vous connaissez lesquels, les gens qui m'écoutaient. Donc, j'ai toujours dit non, en fait. J'ai toujours été intransigeant et ferme sur les principes. Donc là, sauf que là, ça se manifeste de manière beaucoup plus gauchiste sur un truc sur des nazis, effectivement. Donc à un moment donné, je dirais la même chose que j'ai dit au lécheur de cul d'Ouria Boutedja. J'ai dit non, je ne marcherai pas avec ça. Et là, je lui dis la même chose à vous. Formez-vous. Si c'est Martin Eden qui vous dit ça,
À un moment donné, posez-vous quelques questions. Voilà, je dis pas qu'il faut. Parce que c'est le vrai Martin Eden. Hein. Voilà, c'est bannissez-moi ce connard. Et donc, tout ça pour dire, chers amis de Golem, c'est un ami qui vous parle. Réalisez concrètement la chose, si vous voulez, parce que là, vous me faites peur, en fait. Vous me faites très très peur et vous me faites l'effet d'un poulet dans un putain de KFC, en fait. Voilà, tout simplement. Oui, je vais rebondir sur ton truc de manière un peu. Donc, Goy, pour ceux qui l'ignorent, ça signifie peuple en hébreu. Et on a cette citation, je vais reparler de la tolérance, d'Isaïe. Ah, je vais parler de la Bible. Vas-y. Donc, en hébreu, Lo issa goy el goy rerev velo yilmedu on milrama. Aucun peuple ne portera plus les armes contre un autre peuple et on désapprendra la guerre. Alors, c'est la traduction du moi. C'est, je trouve, une très très belle citation. Et pourquoi est-ce qu'on n'en est pas là ? Parce que la tolérance n'est pas un principe. La tolérance est une forme de traité de paix. C'est-à-dire que tu peux être tolérant tant que tu veux avec les gens qui sont dans une forme de réciprocité, c'est-à-dire qui sont tolérants avec toi. La tolérance, c'est pas un principe, c'est-à-dire que tu peux pas être tolérant par principe avec n'importe qui, tu ne peux être tolérant qu'avec les gens qui sont dans cette forme de réciprocité. Voilà. Lo isagoy el goy rerev, elo yelmedu an milrama, on ne désapprendra la guerre que lorsque plus aucun peuple ne portera les armes contre un autre peuple. La tolérance pourra devenir une espèce de valeur de principe que lorsque tout le monde sera d'accord pour être tolérant, en fait. Tant qu'on n'est pas dans une situation où la tolérance n'est pas généralisée, la tolérance est un traité de paix. Si tu brises le traité de paix de la tolérance, alors nous n'avons pas à être tolérance envers toi. Nous n'avons pas à avoir la moindre tolérance envers les néo-nazis, car eux n'ont pas la moindre tolérance. Et ça veut pas pour autant dire qu'on doit mettre sous le tapis les quelques dérapages ou l'antisionisme bizarre de la LFI. C'est pas ça que je dis. Je dis jusqu'à un moment donné, remettez-vous la tête à l'endroit et on se met. Enfin, c'est pas le moment de. C'est pas le moment. Alors, voilà. Sortir les dragons célestes à brûle-pourpoint en ne sachant pas que c'est un dog whistle. On n'est pas du tout sur la même gravité que faire des saluts nazis dans la rue. Voilà, attention. Ça, c'est très très clair. Et ce qu'on combat en premier lieu, c'est effectivement, là, l'urgence, c'est qu'il y a des mecs qui font des saluts nazis dans la rue. Ouvertement, quoi. C'est ça l'urgence. C'est pas l'autre qui sort un. Puis en plus, ça date déjà, les Dragons Célestes. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de dinguerie, d'ailleurs. Parce que peut-être. Vu l'actualité. Vu l'actualité en même temps. Non, mais peut-être que finalement, à la fille, ils se sont dit, ouais, non, quand même, il faut qu'on se renseigne sur les dog whistles. Vas-y, on va faire un séminaire, on va inviter des antifas, de la jeune garde pour qu'ils nous expliquent les dog whistles. Et puis ensuite, ils ont fait leur truc. Et puis. Maintenant, ils savent, ouais, ok, donc faut pas qu'on parle de ça, faut pas qu'on parle de ça, tu vois. Je miserais pas forcément sur l'intellectualité des camarades de la jeune garde, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Mais c'est parce que Mélenchon a dit qu'ils avaient fait des espèces d'universités d'été antifa de la jeune garde. Ah d'accord, ok. Et ils sont allés, il a dit ça dans la conférence de presse du Nouveau Média. Ah, c'est très très drôle. Donc il a fait cette conférence de presse en invitant plein d'influenceurs, de créateurs de contenu, etc. Blablabla. Et t'as tous les médias mainstream qui sont là, ouais, choisis les journalistes, machin. Ben non, il a invité des créateurs de contenu de YouTube, de Twitch, etc. Quelle indignité. J'ai pas été invité. Quelle indignité. J'ai pas été invité. Je trouve que c'est un scandale. J'ai pas été invité non plus. C'est un scandale. Mais tu sais que moi, ça veut dire, il faut pas trop qu'on drop, il faut pas trop qu'on dise du mal de Mélenchon parce que moi, mon but dans la vie, c'est pas d'avoir une Rolex avant mes 50 ans, c'est d'inviter Mélenchon en podcast avec toi avant mes 50 ans. C'est ambitieux. Alors je sais pas si je lui parlerai poliment. Je sais pas si je lui parlerai poliment à Mélenchon, mais je sais pas du tout. Il faudrait que je lui pose la question si ce modèle Mitterrand a bel et bien dégrafé le portrait de Léon Blum ou de Jaurès, je sais plus un des deux, pour mettre le portrait de Pétain avant de mourir. Faudrait que je lui demande si ce bit est vrai. Ça va être déçu. Ah, tu sais que les questions là de la conférence des nouveaux médias. Ah, il y en a une. Oui, justement, puisque on vous a classé à l'extrême gauche, est-ce que ce serait pas le moment d'élargir la fenêtre d'Overton en étant encore plus à gauche dans votre programme? Il y avait des questions comme ça. J'ai passé un excellent moment à écouter le direct. Ouais, mais peut-être poser la question de Trotsky ou Mitterrand, enfin, tu vois, en mode le mettre au pied du mur. Il a dit qu'il regrettait pas son passé trotskiste. Oui, mais c'est pas la question, c'est Trotsky ou Mitterrand. Collabo, raciste années 30, collabo années 40. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'il m'explique le parcours de Mitterrand parce que là, il y a quelques tours de passe-passe que je connais pas, quoi. Donc, enfin, bref. Bon.
avoir l'invitation Moriarty, on ne sait pas. Je dirais pas non, parce que je connais ta capacité à créer de la magie, mais voilà, à voir. À voir. Mais écoute, non, mais peut-être ce sera un échec, mais moi, tu vois, j'y crois. Écoute, moi, c'est bien d'être ambitieux, fixer des objectifs assez hauts. Moi, je serais pas contre Mélenchon, mais Mélenchon, s'il aime pas les questions un peu embarrassantes, là, ça va être... Non mais tu feras désolé Mathieu, je ferai le gentil flic, tu feras le méchant flic. Ah oui, moi j'adore le méchant flic anarchiste, le méchant flic anarchiste. Moi je poserai des questions comme qu'est-ce que ça fait d'avoir sauvé la gauche qui était en train de s'étaler avec Hollande, car vous êtes le sauveur ultime de la gauche et tout. La brosse à reluire, mais carrément. Ouais, la brosse à reluire. Et puis toi derrière tu diras qu'est-ce que ça fait d'admirer un mec comme Mitterrand qui a été collaboré jusqu'en 1940, je sais pas quoi. Voilà. Ça va être super. Non, mais ça va être incroyable. Et donc, voilà. Donc, l'anecdote est faite. Maintenant, le lien avec le confusionnisme, parce qu'il est 1h10 de podcast. On n'a pas le lien avec le confusionnisme. Est-ce qu'on serait là sans le confusionnisme? Je veux dire, à un moment donné, là, on a quoi? Quel est le discours actuellement de tous les médias? C'est que maintenant, le barrage républicain, c'est contre la France insoumise, c'est plus contre le RN, qu'il faut s'allier avec le RN pour faire le barrage républicain. Ça, c'est du confusionnisme. Le signe égal entre l'extrême droite et l'extrême gauche, ça, on est en plein dans le confusionnisme. Là, ce qu'on est en train de voir à l'œuvre, c'est ce qu'on avait disserté dans toute la première partie. Le confusionnisme est un marchepied à l'accession, à la normalisation du fascisme et donc à son accession au pouvoir. Le confusionnisme est ce qui permet à la bourgeoisie extrême centrisée de se dire qu'elle va filer les clés du pouvoir au fascisme ou nazisme, comme ça s'est fait dans les années 30, en imaginant pouvoir contrôler ces gens parce qu'ils ne comprennent pas la dangerosité du fascisme ou du nazisme, etc. Parce que, à force de répéter que l'extrême gauche est tout aussi, voire plus dangereuse, ils finissent par croire en leurs propres mensonges et oublier que c'est vrai que peut-être que les gauchistes sont en première ligne et vont se faire massacrer en premier. Peut-être que les juifs ou les musulmans sont en première ligne et vont se faire massacrer en premier. Peut-être que les tziganes, les queers, etc. vont se faire massacrer en premier. Ça, oui, d'accord, ok. Les étrangers, tout ce que tu veux. Mais derrière, eux, ils y sont aussi, en fait. Alors, sur cette fausse équivalence, moi, je vais sortir le Joker Primo Levi. Voilà. Oui. C'est le Joker Primo Levi. Primo Levi qui disait, alors je suis pas sûr que c'est la citation mot pour mot, mais je pense que c'est le sens global. Primo Levi disait qu'on peut imaginer un communisme sans goulag, là où pour le fascisme, ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer un fascisme ou un néofascisme, un néonazisme, on ne peut pas. On ne peut tellement pas qu'on voit l'apparition des camps, là, les camps de... Il y en a en France des camps, c'est pas des camps d'extermination, bien sûr, mais des camps où, là, il y a un gamin de 11 ans qui est resté coincé à Orly pendant 4 ou 5 jours, je sais plus, parce que les mecs, il avait son passeport et tout, et il croyait qu'il était plus vieux. Attends, je te retrouve cette info. Vas-y. Alors, 11 ans, coincé Orly. Sa sœur est entrée et lui non. Il semblait plus âgé. Un enfant passe 6 jours enfermé à Orly malgré un passeport authentique et visa D valide. 14 février 2026, j'ai obtenu la libération d'un enfant de 11 ans. Voilà. Écoute, j'ai trouvé ça sur le blog de l'avocat qui l'a aidé. Je t'envoie le lien. Vas-y, je mettrai ça dans la description. Vas-y. Donc, il était enfermé depuis 6 jours dans la zone d'attente d'Orly. Voilà. Les droits d'un enfant de 11 ans ont été gravement violés. Bah oui, gravement violés. Mon client est arrivé à Orly le 8 février 2026 avec sa sœur de 9 ans. Ils étaient munis de visa long séjour, visa délivré par la France dans le cadre d'une réunification familiale. Leur mère est réfugiée, elle les attendait. Sa sœur est entrée, pas lui. Motif du refus d'entrée. Il semble plus âgé. Pendant 6 jours, cet enfant a été privé de liberté pour une impression. Voilà. Non mais super. Après, je vois. Voilà, donc on en est là. Alors qu'on n'est pas encore... là, on est dans une dérive autoritaire d'extrême centre. On n'est pas encore dans un régime fasciste. Il y a déjà un gosse de 11 ans qui semble plus âgé, qui passe 6 jours à Orly en dehors de toute considération légale légitime, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Il y a des camps de rétention administrative déjà en France, etc. Même avant
que le fascisme s'installe, les camps de rétention, il y en a déjà depuis 20 ans. Hein. Avant même que le fascisme s'installe, il y a déjà besoin de camps. Et pour la petite anecdote historique, la France avait déjà des camps pour les réfugiés juifs allemands qui fuyaient le nazisme aussi. Oui. Parce que voilà. ça faisait même marrer Goebbels, si je dis pas de bêtises. Savoir qu'en fait, que toutes les démocraties libérales s'indignaient du sort des juifs, et quand Goebbels les prenait au mot, c'est-à-dire, vous avez qu'à les accepter, vous prenez des réfugiés. Et là, toutes les démocraties libérales disaient, mais non, merci, sans façon. Et oui. Cette hypocrisie libérale faisait beaucoup rire Goebbels. Et on va se permettre de le rappeler, la France sous Vichy est vichyste. Voilà. La base. La France est collabo. La France a collaboré. La légende qui voudrait que la France était dérésistante, etc., c'est une fucking légende. Il y en avait des résistants, hein, mais c'était vraiment la minorité. Mais le général de Gaulle n'avait pas dit que toute la France avait été résistante ? Voilà. Non, mais ça, c'est un roman national pour calmer les tensions après-guerre. Il faut bien se le dire. Ah, je me rappelle alors mon grand-père. Vas-y. Bon, il avait fait du marché noir. Ensuite, il a dû entrer dans la résistance. Bref, ma grand-mère, elle a été résistante depuis le début. Non, mais je le dis comme ça parce que, en fait, s'il n'avait pas eu l'âge pour être embarqué en Allemagne pour faire le travaux forcés, peut-être qu'il aurait continué ses magouilles de marché noir. Mais il n'avait pas le choix. Il devait entrer en résistance. Donc, il est entré au maquis et tout quand il a plus le choix. Ma grand-mère, elle avait le choix. Elle était parmi les éclaireuses et il prenait des jeunes juives dans leur avec eux. Donc, ils avaient tous le même âge. Hein. Et puis, ils traversaient les Alpes à pied pour leur faire traverser les Alpes pour aller en direction de la Suisse, parce qu'on n'est pas très loin de la Suisse ici. Donc, à pied, c'est pas 5 minutes de marche, hein, mais... Donc, c'est comme ça, ils faisaient traverser des jeunes juives vers la Suisse. Comme ils avaient tous des pseudos, du coup, ça cachait le truc. Voilà, et ça, les éclaireuses, blablabla. Oui, on est des boy scouts, on est gentils, il n'y a pas de problème, voilà. Bref. Et donc, mon grand-père... qui hurlait devant sa télé, mais c'est Pétain, ce type, en 2007, quand Sarkozy faisait sa campagne électorale, et moi je regardais ça, je faisais comment ça, c'est Pétain, ce type, il exagère par un peu, et puis je me disais, d'un autre côté, il a connu cette époque, qu'est-ce que quoi, et en fait, oui, c'est effectivement le même genre de mensonge creux, et mon grand-père qui hurlait aussi que la veille de la libération, les gens crient encore vive Pétain. Et ça le scandalisait. Le mensonge sur la France résistante le scandalisait. Et je pense qu'il n'était pas le seul. Voilà. Et c'est sûr, au procès de Nuremberg, il y en a quelques-uns qui ont échappé à la potence, comme Céline qui a été jugée à Lyon. Ah oui, il y en a quelques-uns qui ont échappé à la potence, mais tout ce qui va être vérolé dans l'administration, parce que tu as toute la chaîne police-administration française, etc. Je veux dire, ça a bien roulé sous Vichy. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais été punis, ils n'ont jamais été inquiétés. Parce que là, qu'est-ce qui a été inquiété à la libération? Donc des gens qu'on soupçonnait d'intelligence avec l'ennemi, typiquement dans le village où j'ai grandi, ce Pavezin dans le parc du Pilat. Donc toute mon enfance, je passais devant une maison, donc la façade a été refaite depuis. Il y a des impacts de balles de part et d'autre de la fenêtre. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la personne qui habitait là, elle avait son fiancé qui avait été fait prisonnier de guerre par les Allemands. Et donc, elle lui écrivait, elle lui envoyait du chocolat, des trucs, machin. Et les gens du village savaient qu'elle écrivait en Allemagne et tout. Et ils savaient pas pourquoi. Comme ils avaient pas lu les lettres. Et donc, ils ont pensé qu'elle donnait des renseignements aux Allemands, etc. Et du coup, à la libération, ils l'ont appelée, elle est allée à sa fenêtre et pouf, coup de mitraillette. Non, mais moi, je reste toujours épaté d'incroyables capacités qu'ont les normies à vouloir la libération nationale tondre les meufs et laisser Céline en vie. Laisser Céline en vie. C'est exactement ça. Et donc il y a des meufs qui ont été tondues. Et ma grand-mère paternelle, elle était trop jeune pendant la guerre, elle avait rien compris. C'est moi qui lui expliquais que les bombardements alliés avaient eu lieu et que les bombardements qu'elle avait vus, c'était des bombardements alliés. Parce qu'elle avait rien compris ce qui s'était passé. Elle, on lui avait dit vive Pétain, elle avait dit ok, puis ensuite on lui avait dit vive De Gaulle, elle avait dit ok, elle avait rien compris ce qui s'était passé. C'est moi qui lui ai fait le cours d'histoire sur ce qu'elle avait vécu parce qu'elle était trop petite. Et donc elle se rappelle, donc à la fin de la guerre, je sais pas, elle devait avoir 13 ans. Et ils avaient rasé des femmes et avec sa meilleure amie, elle s'était passée devant. Il lui avait dit qu'il fallait cracher dessus et sa meilleure amie, elle avait craché et elle avait refusé de cracher parce qu'elle trouvait que c'était pas possible, que c'était trop bizarre ce genre d'humiliation. Je me rappellerai toujours de ça et ça l'avait vraiment choquée. Bon, on lui racontait aussi comment elle avait vu son prof mourir sous ses yeux lors d'un bombardement avec sa copine à côté qui avait l'épaule en sang. Lui, il était debout, il criait couchez-vous, couchez-vous, et puis il est mort.
Bref, la guerre et vraiment, enfin cette mémoire qui, enfin moi pour ma génération, donc je suis donc mes parents sont des boomers, boomers vers la fin et mes grands-parents donc ont vécu la guerre. Donc moi je suis vraiment la génération qui pendant les vacances et tout entendait les anecdotes. Donc les anecdotes drôles de mon grand-père, parce qu'il y a des anecdotes drôles parfois. Notamment, il racontait qu'il y avait un résistant, donc il était au café, puis on lui dit ouais, les Allemands sont à Vorep. Oh, ça va, j'ai le temps. Ah, les Allemands sont à Saint-Joseph-de-Rivière, donc ça veut dire qu'ils se rapprochent. Hein. Oh, ça va, j'ai le temps. Oh, les Allemands sont à Villette, donc là, ça veut dire qu'ils sont juste avant la ville. Ah, ça va, j'ai le temps. Et puis ensuite, il sort du bar, et puis là, les Allemands, ils étaient à Saint-Laurent-du-Pont, ils étaient devant le bar, et donc il se fait arrêter. Et puis il se retrouve arrêté en tant que résistant dans une caserne et tout. Et puis là, il y a un changement de garde et tout. Et puis là, il se retrouve là. Et puis il y a un Allemand qui débarque. Qu'est-ce que vous foutez là? Et lui, il est là. Bah, je sais pas. On m'a dit que je pouvais partir et tout. Dégagez! Et donc il a pu se barrer comme ça parce que les infos avaient été mal transmises. Et donc ça c'est drôle. Et puis donc il nous racontait ça, il nous faisait marrer avec des anecdotes comme ça. Puis il y a aussi des anecdotes comme la fois où il y avait eu des parachutistes américains et ils les avaient attrapés et les Allemands et ils en avaient pondu un à chaque arbre entre Saint-Laurent et Saint-Joseph-de-Rivière, je crois, je sais plus. Enfin ça faisait quand même beaucoup de pendus. Et là, il y a un autre contingent américain qui arrive et qui voit que les résistants sont en train de massacrer des nazis et qui dit ouais, qu'est-ce que c'est des crimes de guerre, faut pas faire ça et tout. Et les résistants attendez, vous allez voir ce qu'ils ont fait à vos parachutistes. Et donc ils les amènent. Et puis donc le général US il voit ça, il pète un câble et il dit combien on a de prisonniers. On lui répond 112. 112. Non 117. Bon alors, je dirais, on va manquer de cordes, mais on va faire avec. Non. Combien on a de prisonniers? 117. C'est pas un compte rond, fusillez les 17. Et comme mon grand-père était le plus haut gradé dans son petit contingent de la résistance, c'est lui qui s'est retrouvé à donner l'ordre pour fusiller les 17. Voilà. Ah mais mes yeux sont secs, hein, mes yeux sont secs. Bah écoute, mon grand-père a donné l'ordre de fusiller 17 nazis. Enfin je crois 17 c'est un truc dans le genre. Donc mon grand-père a tué du nazi. Non voilà. Mais rendre ce monde meilleur, c'est tout, voilà. Paix à son âme. Paix à son âme, mais donc voilà le genre d'histoire avec lequel j'ai grandi. En fait, une espèce, tu vois, enfin là, j'étais petite et je racontais, c'est l'histoire de papy qui a tué du nazi, tu vois, donc ouais, évidemment. Tu grandis avec ça, c'est sûr que bon, la mort d'un nazi, tu te dis bon bah voilà, je sais pas quoi dire. Et comment est-ce qu'on peut être nazi en 2026? Je comprends pas quoi. Enfin vraiment, je comprends pas. Les algorithmes, une crise majeure du capital. Déjà à l'époque. Je comprends pas comment on peut être nazi en 33, hein, objectivement, je comprends pas. Mais à la limite, j'ai bon, cette époque, tu peux être naïf et complètement inclus politiquement, mais aujourd'hui, là, c'est vraiment l'ignorance comme choix, tu vois, la haine comme choix, et ça me sidère. Et je peux pas dire autre chose que, bon, le mec était nazi, il est mort parce qu'il était nazi, mais quand même, c'est quand même un petit peu beaucoup sa faute s'il était nazi, hein, faut pas déconner, c'est pas difficile de pas être nazi à notre époque. Enfin, faut faire un effort. Mais après, c'est vrai ça pourrait être une question que les historiens vont aborder peut-être dans 100 ans ou 50 ans si on n'est pas totalement éradiqué, pas d'une quelconque manière que ce soit, ou par l'IA, ou par les événements climatiques, mais on va dire que oui, c'est quel est le parcours, quels sont les parcours de radicalisation. Bah ouais, je pense que moi, il y a une part de crise matérielle du capital, il y a une crise financière, il y a aussi les algorithmes. Enfin, je pense que vraiment, c'est le problème enfin tu vois le bouquin, mais il a quelques années déjà, mais enfin on y reviendra la prochaine fois, mais la manière dont il pose les choses, tu lis le bouquin, t'as le recul des événements récents et tu fais il posait des points, il y a pas de problème, hein. L'analyse elle est bonne, le confusionnisme est la pente glissante vers la normalisation du fascisme, et où on en est rendu à cet état où des saluts nazis dans la rue, non mais la manif s'est bien passée. Ouais. À force de pas relever les choses, en fait, à force de faire preuve d'une certaine, charité, tu vois, d'être charitable à chaque fois. Je dirais simplement un instinct de survie assez sain qui devrait s'exprimer, en fait, tout simplement. Qui s'exprime clairement pas, parce qu'il y a un moment donné, je sais pas. En fait, la réaction saine et normale que
que personne n'aura, et je veux pas encourager les gens à l'avoir. Mais quand t'es sur un plateau, qu'il y a une meuf qui te dit que la manif s'est bien passée alors qu'il y a eu des saluts nazis, la réaction saine et normale, c'est de lui foutre un pain, en fait. En théorie. C'est pas ce qu'il faut faire, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Mais comme dirait Indiana Jones, punch the nazi, hein. Punch the nazi. Voilà, c'est... Oh, mais si on tape les nazis, qui viendra après ? Bah, je l'espère, d'autres nazis. Voilà. Non, mais... non, mais... Vous connaissez la règle, hein. Là, je viens de faire la blague, donc maintenant, vous devez partager le podcast. Voilà. Voilà, c'est le réflexe sain, une salade de phalange dans la gueule, en fait. Voilà, bon, je vais pas faire état des lieux aussi des conversations que j'ai eues la semaine dernière sur pas mal de choses, parce que là, objectivement, on ne peut pas discuter avec un nazi. C'est la discussion en fait, et au-delà de ça, discuter de quoi ? Honnêtement. Bah, en fait, pour pouvoir avoir un débat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut au moins se mettre d'accord sur quelque chose comme, par exemple, quels sont les faits ? Voilà, quels sont les faits ? Genre, par exemple, je sais pas, la Terre est ronde, par exemple, voilà. On ne peut pas discuter avec un nazi. Pourquoi ? Parce que les nazis vivent dans une réalité parallèle complètement fantasmée. On ne peut pas être d'accord avec eux sur les faits. C'est ça le problème. C'est-à-dire que après, il y a eu Cassius Ledy qui a fait un débat avec Daniel Conversano, en fait. Et j'ai vu la gueule du débat, j'ai fait, mais mon Dieu, c'est... Mais ça devait être... Moi, j'ai pas vu la gueule du débat. Moi, j'ai juste vu qu'elle était cosplayée en cartomancienne. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? D'accord, ok, j'ai eu un rire nerveux et je me suis barrée. Mais oui, la gueule du débat, parce qu'ils vivent dans une réalité parallèle. Ils imaginent vivre dans un monde qui n'existe pas, où, typiquement, la blanchité est attaquée, je sais pas quoi, machin. Oui, mais alors pour les gens qui ne sauraient pas qui est Daniel Conversano, c'est certainement un des plus gros Yassi du YouTube game français. C'est un des plus gros. Le mec a pleuré de racisme. Le mec a pleuré, littéralement. Je mettrai le lien de son live où il a chialé. Ça dure 2 heures. Je crois même peut-être un peu plus d'ailleurs. C'est une purge. Je vous assure que vous rigolez. Ah, c'est une purge. Tellement que c'est regardez absurde. pas ça seul, voilà. Non, mais le gars, c'est réaliser que des mecs comme Quentin, potentiellement de Némésis, parce qu'à un moment donné, pour moi, il y a une forme de Némésis milite pour des gens qui veulent les foutre à la cuisine et qui veut les transformer en pondeuses enfants blancs. Oui. Je lui dis, on a les alliés qu'on mérite. Et on dit, mais gardez à l'esprit que le gentil nazi Quentin de 23 ans, qui est mort, malheureusement, paix à son âme, consommait ce genre de contenu. Voilà. Je dis pas forcément spécifiquement Daniel Conversano, mais consommer des contenus dans cette vibe-là. Voilà. Et s'il consommait pas Conversano, c'était peut-être un peu Cro-Blanc, un peu Andrew Tate, etc., etc. Il y a une série Cro-Blanc qui est allé cracher sur Némésis d'ailleurs, qui est parce que entre être anti-gauchiste et misogyne, c'est difficile. C'est difficile. Non, ouais. Et qui s'est vanté d'avoir fait condamner, je sais plus qui là. Papacito pour diffamation. Jugé, moi j'adore quand les femmes avec Maître Reisberg, Maître, j'ai votre numéro. C'est Maître Reisberg, son avocat. C'est Maître Reisberg. Ah putain, non, on a le même avocat. Ah non, c'est chaud. Non mais Reisberg, c'est l'avocat des youtubeurs, Reisberg. Maître, je vous salue, mais avoir un client comme Cro-Blanc, sachant votre parcours militant à la fac de droit contre Soral, ça a dû vous faire tout drôle de défendre Canet. Écoute, il a fait condamner Papacito, GG à lui. Bref, donc qu'est-ce qui se passe ? Cro-Blanc qui a fait une fois partie du service d'ordre de Némésis et qui expliquait, il y a plein de jeunes, ils sont pas formés et tout. Ils viennent là parce qu'ils se disent qu'ils pourront peut-être gratter un numéro d'une Némésis parce qu'elles sont bonnes, et puis au final, il n'y a pas un regard, rien du tout, on en a rien à foutre de vous, et quand le truc est fini, elles se barrent, et puis voilà, quoi, tu te la gardes derrière l'oreille, et puis c'est tout. Et il y a un turnover, d'après lui, énorme, et donc zéro formation, il lâche des jeunes nazis sans formation dans un plan chelou où l'idée, c'est de foutre la merde et de se battre avec des antifas. Bon, écoute... je pense que la formation des mecs Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Peut-être, je dis ça, je vais te troller, mais peut-être que la formation des nazis en termes de sécurité, c'est peut-être les vidéos pro armes à feu d'Astrono Geek.
Ah merde, non. Non, faut pas le name drop. Alors je pense qu'il n'y a pas que ça quand même, hein, parce qu'ils font des espèces de stages à la con et ils montent des vidéos, tu sais, dans leur espèce de propagande, ils montent des vidéos de leurs trucs et tout, machin. Genre il faut se lève-toi, camarade. La culture française est en danger. Et tu vois leur idée de la culture française, c'est le Beaujolais nouveau et du saucissin Justin Bridou. Tu fais d'accord? Non mais c'est surtout. Voilà, là, tout va bien. Ah oui, et puis la culture française aussi, pour eux, c'est Wagner. Ah oui, mais Wagner, immense français. Hein. Immense français. Tu sais, il y a Pierre Bourdieu, Raymond Aron, et puis il y a Wagner. Hein. Il y a Wagner, voilà, c'est ça. Non, mais attends, je sais plus ce qu'il avait mis, mais c'était Zemmour. Et puis ils avaient mis dans son clip de campagne, je sais pas, non, c'était pas du Wagner, c'était du Beethoven peut-être. Je sais plus. Encore un Allemand, encore un. Mais je sais plus. Mais en tout cas, c'est ça. Je veux dire, on en a des compositeurs en France. Mais non, ils avaient mis. Après, c'est vrai qu'en compositeur de musique classique, on n'est que Debussy. Hein. Non, il y en a d'autres, mais moins connus. Mais oui. Oui, connu, oui, c'est sûr que bon, voilà. Ah, c'est sûr, bon, les musiciens autrichiens, enfin, je crois qu'il y avait une vanne, je sais plus dans quel contexte, vous m'excuserez, vous m'insulterez dans les commentaires du podcast sur YouTube, mais je crois que c'était au 19e siècle, il y avait un gars, enfin, un auteur allemand de musique ou d'opéra extrêmement connu qui, son majordome se plante, oui, bonjour monsieur, il y a un célèbre compositeur de musique française qui est à la porte, est-ce que je lui dis d'entrer? Après, le gars aurait répondu, il n'y a pas de grand compositeur de musique français. Laissez-moi tranquille. Tu vois. Ah. Donc, ouais, effectivement, les Allemands ont effectivement cette culture de l'opéra, de musique classique, des grands héros, notamment. Nous, on l'a un peu moins. Oh bon, écoute, je sais pas. Tu sais, Debussy, c'est le nom de l'aile de l'unité psychiatrique de l'hôpital de Saint-Grève. Je l'ignorais. Et ben voilà, donc je te l'apprends. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour, comme Moriarty, ou c'est comment? T'as des trucs à rajouter? Alors, est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Je dirais que ouais, on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a des trucs à rajouter, nos passaranes? Oui. Voilà, siamo tutti antifasci. Et s'il y a une cagnotte pour soutenir les camarades de la jeune garde par rapport à Quentin, faisons en sorte de les faire devenir millionnaires comme cet assassin qui a tué Naël. Ouais, s'il y a une cagnotte, tu mettras ça en épinglé ou voilà. Quoi, tu vois. Faisons en sorte qu'il soit millionnaire. Ça me paraît être une. Ça va jamais marcher. À gauche, on est pauvre. Mais oui. Il faut faire attention aux camarades. Les camarades de la jeune garde, même les camarades imparfaits de la jeune garde, même les camarades imparfaits, enfin n'importe quel groupe antifa, hein, parce que la jeune garde est dissoute, n'importe quel groupe antifa, en particulier à Lyon ou dans les grandes villes où les nazis sont en roue libre, ils sont en première ligne. C'est eux qui cadrent le truc, c'est eux qui sauvent littéralement des vies en laissant aux nazis cette impression que quand même il peut leur arriver de se faire latter la gueule à coups de pied dans la gueule, et que parfois quand ils se font latter la gueule, ils en meurent. Et ce rapport de force, de stress, qu'il n'y ait pas que les gauchistes, les homos, les travailleurs du sexe, etc., les racisés, etc., les queers, qui aient peur de se faire buter, que les nazis aussi aient conscience qu'ils ne sont pas invulnérables. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, et tant que la police fera pas un travail, je veux dire de maintien de l'ordre qui consisterait à empêcher le nazisme de proliférer et de faire n'importe quoi, on aura besoin qu'il y ait des jeunes motivés pour limiter les dégâts. Et oui, ils font ça de manière imparfaite. Oui, il peut y avoir des dérapages. La façon d'empêcher le dérapage, c'est pas de jeter les camarades sous le bus, c'est pas de jeter les antifas sous le bus, c'est d'exiger de l'État qui se bouge le cul pour lutter efficacement contre le nazisme, contre le fascisme, mettre ces groupes-là en dissolution, les individus en garde à vue, etc., blablabla, et se mobiliser quand il y a des événements et qu'on sait qu'il y a des groupes nazis qui vont faire des dingueries, mobiliser les forces de police pour que les groupes nazis ne puissent pas faire leur dinguerie, pour qu'il n'y ait pas de morts dans des affrontements, que ce soit des morts néo-nazis ou autres. On peut pas regretter la mort d'un néo-nazi quand on a laissé faire un affrontement à mort. Voilà.
À un moment donné, c'est indigne. Mais d'ailleurs, tu remarqueras que le gouvernement, etc., tous ces gens-là qui accusaient les filles, ils sont assez discrets sur le fait, sur le deuil, sur le regret, ce machin. Ils sont surtout en train de demander à la gauche si eux ils regrettent, mais eux, ils l'ont dit une fois et puis ensuite on s'en fout, on passe à autre chose, à l'instrumentalisation. Ce qui est très irrespectueux pour la famille d'ailleurs. Puis la famille qui ont refusé l'instrumentalisation de la mort de leur enfant. Après, je serais bon prince. On sait rien sur la famille. Je serais bon prince avec la famille en disant ça va, eux, ils ont quand même le droit de ressentir de la peine pour leur enfant mort quand même. Non, mais ils ont évidemment le droit. Non, mais attends, mais la famille, on sait rien sur eux. On sait juste que ils pensaient que leur gamin était un étudiant en mathématiques sans histoire. Si ça se trouve, ils ont découvert que leur gosse était devenu nazi et les mecs, en fait, c'est juste des sauces d'âme ou des macronistes. On sait pas. On sait pas. Ça se trouve, son père était au NPA. On sait pas. Non, alors ça me semble quand même très invraisemblable. Mais ça peut être Damien Rieu, son daron, il est communiste. Oui, c'est vrai. C'est pas impossible. Et je sais plus si c'est pro, sa fille, elle votait les filles. Je sais plus. Je sais plus. Je sais que Damien Rieu, je sais que son daron est communiste. Mais d'ailleurs, c'est très drôle d'ailleurs. Enfin bref, c'est Damien Rieu. Je crois. Ouais, mais totalement. Il a été grand remplacé lui. Ah là 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 là. Je sais plus quel rappeur ou machin qui s'est pris en photo avec le daron de Damien Rieu en disant ouais, j'étais remplacé. C'était incroyable. Non mais banger sur 20. Je sais plus quel rappeur, vous allez me dire dans les commentaires. Mais c'était incroyable, Ouais, t'as vu, il y a Raphaël Arnaud qui a fait un banger aussi. On voit un mec de Frontières, tu sais, le journal, qui le poursuit pour essayer de lui poser des questions. Et Raphaël Arnaud, il se retourne, il fait c'est marrant. D'habitude, vous courez, vous me suivez pas. Ouais, vous courez dans l'autre sens. Vous courez dans l'autre sens. Incroyable. Non mais c'était. Aïe. Écoute. Écoute. Bon soutien critique, mais soutien quand même. Aux quelques heures aux camarades de la jeune garde, mais soutien quand même inconditionnel sur cette phase-là. À un moment donné, je ne céderai pas. Ce qui n'empêche pas qu'on doit être critique sur nos propres pratiques, qu'on doit être critique sur Mélenchon, sur LFI, sur les camarades d'Antifa, parce qu'on pourrait parler aussi de certaines dérives, de certains trucs un peu bizarres qu'on m'a un peu monté dans les DM. Mais il faudra qu'on en parle, parce que ça rentre dans le cadre du confusionnisme d'ailleurs, mais on en parlera la prochaine fois. Il faudra qu'on en parle, pas seulement sur le sujet de l'antisionisme, mais apparemment même des camarades Antifa mecs ont tapé sur la gueule de camarades Antifa nana aussi, apparemment à Lyon. Donc en soi, on met pas ça sous le tapis. On met pas ça sous le tapis. Habituel de la misogynie. Oui, voilà, même d'un certain virilisme dans le milieu redskin. On vit dans une saucisse. Voilà. On en parle ici, vous savez qu'ici on critique la gauche sans vergogne, mais à un moment donné sur cette phase-là, soutien conditionnel. Voilà. Mais on va continuer le travail critique tant qu'on pourra le faire. Et on va continuer à cracher sur les nazis ici. Voilà, à un moment donné. Alors oui, un bon nazi est un nazi mort. Ouais, peut-être que c'est un peu trop tôt pour la ressortir. Ouais, quand même. Moi, je le pense. Je serai le mauvais anarchiste du duo. Ah, tu seras le mauvais anarchiste. Qu'est-ce que je serai le mauvais anarchiste. Moi, c'est dans ces moments-là, en fait, je me suis j'ai des anarchiste émotion qui revient parce que des fois les gens disent mais quand même t'as accueilli Denis Charby, t'as accueilli comme des sociodémocrates, t'as accueilli pas forcément des gens extrêmement radicaux, mais quand il y a ce genre de phase là, le côté anar il ressurgit de manière extrêmement rapide en mode niquez-vous, non sur ça sera mort, c'est allez vous faire foutre. Et donc voilà. Ah oui, je vois tes pupilles devenir rouges et noires là. Ah ouais, mais je suis Martin Uchiwa, voilà. C'est très très bien. Voilà. Donc je suis mort pour le village caché de Konoha Talitachi, voilà. Non mais c'est bien. Bon bannissez-moi ce connard. OK, c'était Moriarty Martin en direct du Wokistan. Bisous à vous. Bisous.